Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Et merci à toi, Nicolas, d'avoir accepté cette invitation pour nous parler. Voilà. Je trouvais ce titre assez intéressant parce qu'il y a des mots de géographe, mais pas que. Il y a aussi des mots d'architecte, situation. Et puis surtout par rapport au contexte actuel, au grand thème de l'habité, mais pas simplement, l'architecture aussi, vu que j'ai entendu ou lu que ce serait intéressant d'en faire une discipline et du commun et une approche relationnelle de l'architecture, donc ça on verra. Mais c'était aussi pour venir un peu illustrer les deux livres qui nous intéressent ce soir. On en parlera, ou en tout cas, on va en parler. De ces livres-là, l'un sur l'ambiance, plutôt sur cette grande question du réenchantement. Donc ça tombe bien, ça me semble tout à fait adapté, et très localement, c'est-à-dire à l'intérieur de cet amphi, de cette école, et puis plus largement aussi, d'essayer de réenchanter tout ça. Et puis d'un mystère, celui de l'aqueduc de la reine Pédoc, ouais, j'y arriverai pas, pourtant j'ai révisé. Voilà, à travers ces deux ouvrages, mais aussi tout ce que tu fais autour du transsect, et surtout, encore une fois, de manière, on va dire, collective, comment, à l'école et ailleurs, au sein du collectif Bazar Urbain, entre autres, eh bien voilà, vous arrivez à finalement essayer de travailler, réfléchir, on va dire plutôt ensemble et collectivement, ce qui serait une belle chose. Donc on est parti sur 2 heures. On est tranquille, on a le temps, donc c'est toi qui vois un peu comment tu as envie, comment aussi vous aurez envie d'interpeller Nicolas par rapport à ces thèmes-là. Moi, je fais passer le micro, comme d'habitude. Et puis voilà, juste un petit rappel, Nicolas, donc architecte, j'avais oublié l'essentiel, enseignant, professeur à l'école d'archi de Grenoble, membre du laboratoire, enfin Cresson, AAU, je ne sais plus où vous en êtes, de l'acronyme. Passionné et féru de cinéma aussi, donc ça fait un petit point commun, même si on n'en parlera pas directement, mais ça peut venir. Et tu fais partie, ou tu as fait partie, je ne sais plus, du collectif Bazar Urbain. Oui. Voilà. Qui a en fait le collectif Bazar Urbain, c'est en 2000, on était une dizaine de doctorants qui venaient soit de l'urbanisme, soit de l'architecture, et on était persuadés qu'on n'aurait pas de travail dans l'enseignement, la recherche, et même pas forcément dans la pratique. Enfin, on faisait vraiment une thèse pour le plaisir de faire une thèse. Et comme on était nombreux, on nous avait donné des locaux où on travaillait. C'était dans un immeuble en face de l'école d'architecture de Grenoble. Et de ce petit collectif, en fait, est né un collectif qui continue toujours aujourd'hui, même si on est plus âgé, qui s'appelle Bazar Urbain. Et dans ce collectif, il y avait Jean-Michel Roux, qui est urbaniste à l'Institut d'urbanisme à Grenoble, qui habitait Saint-Étienne et qui qui travaillait à la maison de quartier du Crêt de Roc. Et la maison de quartier du Crêt de Roc, en 2000, avait se souciait beaucoup de l'urbanité du Crêt de Roc, du pourtour du cimetière, des rues, des maisons à rénover, etc., etc. Et nous avait demandé à Jean-Michel, est-ce que ton collectif de doctorants pourrait pas venir réfléchir avec nous sur le quartier? Et en fait, c'est comme ça qu'on est passé de doctorants à un collectif plutôt de projets urbains, en fait. Très, très simplement, et c'est Saint-Étienne notre premier terrain, en fait, le Crêt de Roc. Et c'est là où on s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait du projet? On a dit, on va faire en projet ce qu'on fait en recherche, rencontrer les gens, faire des entretiens, faire des parcours commentés, s'intéresser aux sensibles, faire des ateliers participatifs où on débat d'enjeux, et puis oser le projet, oser de la fiction. Et voilà. Enfin, en fait, c'est comme ça qu'en fait, voilà. Donc Saint-Étienne est vraiment la naissance de notre collectif. C'est très bien, si vous ne savez pas quoi faire, revenez. Oui. Il y en a eu d'autres collectifs, le plus stéphanois, ou en tout cas provisoirement stéphanois, c'était Carton Plein. Exactement. Et puis il y en a d'autres, je me rappelle quand j'étais tout petit, il y avait Bazar Urbain d'un côté, il y avait Bruit du Frigo à Bordeaux. Puis après, il y a eu 2 degrés, etc. Collectif, etc. Ouais. Et d'autres. C'est aussi pour dire, pas pour vous, hein, vous le savez aussi, que c'est généralement dans ces interstices-là que vous pouvez, on les appelle comme ça, mais vraiment vous éclatez pour avoir fait partie tout petit dans un collectif, le collectif Fil à Nantes. Ah oui, bien sûr. C'était assez intéressant de voir ça. Mais tu l'as dit, voilà, travailler avec les autres, la méthode de la recherche plus que cette espèce de grand objet qui peut paraître à l'heure où vous êtes, et pour les uns et les unes dans le rapport d'études et pour d'autres dans le mémoire, la recherche c'est surtout une question, pour moi c'est surtout une question de méthode et de manière de venir se questionner sur un territoire. Tu as parlé de relations. Et aussi un peu de sensible. Alors finalement, tu m'as servi tous les mots magiques pour ces 2 livres, donc qui sont là, donc qui sont forcément à la bibliothèque.
pour celles et ceux qui voudraient les lire. Alors tu nous en diras un peu plus parce qu'il y a plein de noms. Il y a ce mot un peu, ou en tout cas sous la direction, qu'est-ce que ça peut bien vouloir réellement signifier, on se doute. Et puis voilà, autour de ces deux thèmes, l'ambiance, et puis derrière l'enchantement, finalement, cette question, tu l'as souligné, du récit, de la narration, de la fiction, qui est presque, on va dire, au-delà, c'est pas la première étape du projet, c'est lié, et les deux se nourrissent quasiment tout le temps. Donc si tu veux nous en dire un peu plus sur ces deux livres. En fait, si on parlait du collectif Bazar Robin avant, pour la recherche, il y a plein de pratiques de recherche. Une des pratiques de recherche qui est celle du laboratoire où je suis, qui s'appelle le Cresson, c'est quand même la part collective de la recherche. C'est-à-dire qu'on a chacun des lignes personnelles de travaux, des choses qui nous préoccupent, mais on le met en œuvre souvent dans une dimension collective. Et une façon de mettre en œuvre ça, c'est des fois d'avoir des moments qui sont un peu des précipités, où on décide sous forme d'un colloque, de séminaire, de workshop, de mettre en commun des gens, des savoirs, et puis de se les présenter, de les débattre, etc. Et donc ces deux livres sont issus de deux colloques d'un lieu où toi aussi tu as dirigé un colloque là-bas, qui s'appelle Cerisy, c'est en Normandie. Cerisy, c'est une association qui accueille des colloques depuis plus de 70 ans, même plus longtemps, parce qu'avant c'était en Bourgogne, dans une ancienne abbaye. Et donc tout ce que vous pouvez connaître comme nom de littérature française, de philosophie, de sciences humaines, au moins jusque dans les années 80-90, est passé par ce type de lieu, où les gens venaient et restaient entre 1 semaine et 10 jours pour se présenter des travaux, débattre, etc. Alors nous, on n'a pas fait 10 jours, hein, ça s'est réduit à 6 jours ou 5 jours, selon, mais c'était cette idée-là à chaque fois. Alors le premier, c'était en 2018. Jean-Paul Thibault est sociologue au Cresson. Didier Talagrand est artiste à l'école d'art d'Annecy. Et ça faisait 7-8 ans qu'on travaillait très fortement avec l'école d'art d'Annecy, avec une initiation à la recherche qui était un peu spécifique, où plutôt que d'initier à la recherche dans un amphi ou classiquement, comme en art, il y a ces tout petits groupes. En fait, on proposait aux étudiants de l'école d'art de nous accompagner 1 semaine quand on faisait du terrain. Et eux-mêmes, en fait, avaient leur propre regard, leur propre production, en parallèle et en interaction avec nous. Et du coup, comme ça, on s'est côtoyé sur des terrains communs avec les étudiants de l'école d'art d'Annecy. Ça nous a fait rentrer un peu dans le milieu des écoles d'art et le milieu artistique. Et on avait envie de se dire, mais si la question des ambiances est commune à plein de disciplines, comment entre les pratiques artistiques et les pratiques en sciences humaines ou sciences sociales, il y a des ponts. Donc l'idée qu'on ne voulait absolument pas qu'il soit présente, c'est que les sciences sociales, les sciences humaines, la philosophie regardent l'art, ou inversement, l'art comme position critique vis-à-vis des sciences humaines, mais plutôt de se dire comment chacun dans ses pratiques de recherche, on a des choses à dialoguer, la recherche de forme et de format. Comment qu'est-ce qu'on fait quand on le fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on communique ce que l'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on décide de restituer quelque chose dans l'espace public, etc., etc. Et donc, cette semaine qui a eu lieu en 2018, pendant 1 semaine, on avait organisé la semaine où le matin, c'était des doctorants. Donc, dans l'invention des formes et des formats, l'idée, c'est les doctorants, on n'allait pas leur donner des conférences plénières de 2 heures, etc. Et souvent, ce que les doctorants ont de plus passionnant, c'est leur terrain et leurs chroniques de terrain, ou leurs chroniques d'archives, Et donc, on leur demandait, pendant 1/4 d'heure, en fait, d'avoir rédigé par avance une vraie chronique de terrain. Donc, on ouvrait la journée par une chronique de terrain. C'était souvent très, très stimulant. Après, on avait 2 ou 3 interventions plus théoriques, ou des gens qui racontaient ce qu'ils faisaient, etc. Et après, les étudiants de l'école d'art d'Annecy nous amenaient quelque part où ils avaient préparé une expérience ou quelque chose à nous montrer, à nous communiquer, etc. Et qui posaient les mêmes questions que nous, mais d'une façon différente, en fait. Et puis l'après-midi, c'était à peu près la même chose, en fait. Voilà. Donc c'était un peu ce type de rencontre, partager ses pratiques, en fait, partager ses pratiques, ses questionnements. Et on l'a refait en 2021, mais cette fois-ci plus proche de l'anthropologie. Yves Vinquin, c'est un anthropologue belge à la retraite aujourd'hui et
qui a énormément fait pour faire le rapprochement entre l'architecture et les sciences humaines. Par exemple, il y a un livre merveilleux qu'il a écrit, qu'il a dirigé, qui s'appelle La Nouvelle Communication, ou l'école de Paolo Alto. Je ne sais pas si vous avez lu les articles de Edward Hall sur la dimension cachée, par exemple. Ça vous dit rien? Si, un peu pour certaines. En fait, c'est lui qui a traduit ou fait traduire tous ces articles qui questionnaient la question de l'espace et des relations sociales, qui étaient développés dans cette école, cette école intellectuelle, on va dire, américaine de Paolo Alto. Et après, il a fait une anthropologie assez intéressante, puisqu'il a décidé d'aller remarcher sur les terrains des anthropologues célèbres. Donc Marguerite Mead, j'ai oublié évidemment les noms, mais écologie de l'esprit, ça va me revenir plus tard, c'est pas grave. Et donc il repartait sur les terrains où avaient travaillé les anthropologues, quelque part pour les lire sur place, pour comprendre ce qu'ils disaient, mais avec une fréquentation in situ. Et donc tous ces textes, en fait, sont une espèce de revisite de 50 ans d'anthropologie de l'espace. Voilà. Et puis, récemment, il a développé plusieurs textes autour de l'enchantement. Et ça a été un peu notre point pivot. Alors, on n'est pas forcément tous d'accord avec exactement ce qu'il dit. Par exemple, lui, il propose la notion des ingénieurs de l'enchantement. Alors, l'ingénieur de l'enchantement, c'est autant, pour lui, celui qui sait, peut-être que votre technicien, là, c'est quelque part un ingénieur de l'enchantement, il sait régler la bonne lumière, l'acoustique, etc. Mais l'ingénieur de l'enchantement, c'est une personne dans une soirée qui va créer une ambiance absolument incroyable, ou c'est quelque chose que l'on active un peu consciemment et qui change complètement le statut d'un lieu et le statut des relations sociales. Mais c'est une des façons de voir l'enchantement. Et donc, du coup, c'était à la fois notre grand invité. Il a joué le jeu de se taire pendant l'ensemble des... Il a fait une conférence, puis après, il s'est tu pendant l'ensemble des 5 jours pour, au contraire, revenir et débattre sur ce qui s'est passé pendant les 5 jours. Et donc, avec 2 anthropologues, Rachel Brahi et Nathalie Zakai-Reiner, et toujours mon collègue Jean-Paul Thibault, on a essayé d'inviter des gens qui, par leurs travaux, sans forcément énoncer le mot enchantement, et c'est pareil pour l'ambiance, on peut travailler sur l'ambiance sans le nommer, quelque part nous semblait amener quelque chose autour de l'enchantement. Et ça nous a permis... et on comprend bien que l'enchantement, c'est aussi un changement de regard. Comment le fait qu'on regarde les choses différemment, peut-être on a une capacité de les voir de façon un peu plus enchantée, ou peut-être même de les réenchanter si elles ne l'étaient plus. On a eu un débat sur est-ce qu'on parle de réenchantement ou d'enchantement qui revient. C'est-à-dire l'idée du réenchantement, c'est l'idée que quelque chose a été enchanté, et puis il ne l'est plus. Et on va essayer de le retravailler pour qu'il soit réenchanté. Mais l'enchantement qui revient, c'est aussi de se dire comment on se réémerveille à notre tour. Pas forcément sur les mêmes choses, pas forcément avec les mêmes objets, avec les mêmes lieux, mais comment on a une capacité de reprocurer un enchantement. Et du coup, là, on a eu quelques invités. On a eu, alors vous le connaissez, j'imagine, Alain Damasio, qui est venu nous parler de la façon dont il fabriquait dans ses romans des moments justement pour lui non pas d'enchantement et dans lesquels quelque chose tout bascule à un moment donné dans le regard. Comme ces derniers, j'en parle un tout petit peu. Jean-Michel Baudouin, qui est quelqu'un qui a travaillé 40 ans dans la formation professionnelle pour adultes et pour adultes en difficulté, et qui commençait ses formations professionnelles en demandant aux gens pendant l'année de tenir un journal de la formation, et il a analysé et s'il le souhaitait de lui donner ses journaux. Et lui, il a écrit énormément de textes à partir des journaux d'adultes en difficulté, et dans lesquels on trouvait tous ces moments à la fois de détresse, mais aussi évidemment d'enchantement. Il y a Marc Berdet, qui est un philosophe spécialiste de Walter Benjamin, qui est venu nous parler justement de cette relecture post-marxiste de la question de l'enchantement à partir de Walter Benjamin. Il fait un très bon bouquin, Les Fantasmagories du capital moderne. Exactement, voilà. Et qui est une forme de critique de la bourgeoisie, mais aussi de critique d'une certaine utopie constructive. Et là, il a fait une intervention magistrale sur Brasilia, qui est à la fois une utopie construite, totale, mais qui a été le lieu
où énormément d'hommes sont morts pour le construire et où les gens pauvres habitent à côté et pas dans Brasilia. Enfin voilà, il y a toute une... Donc tous ces débats-là, et il utilisait des poètes pour parler de ça. On a eu des musiciens qui sont venus faire sonner le lieu, etc. Et puis Patrick Romieux qui nous a parlé d'une anthropologie du sonore. Voilà, bon, plein de... Et on ne sait pas exactement trop ce qui se produit quand on fait ce genre de manifestation. On espère que les rencontres sont heureuses, qu'on apprend des uns des autres. Donc les livres, si vous avez envie de les feuilleter ou de les lire, ils s'attrapent un peu par tous les bouts, quoi. Et il ne faut pas y chercher une cohérence globale, mais plutôt se dire comment cette question de l'enchantement ou des ambiances, on peut l'aborder en tant que musicien, en tant qu'artiste, en tant qu'architecte, en tant qu'anthropologue, en tant que... Voilà, donc c'est des affaires collectives. C'est des affaires collectives. Et à chaque fois, pour chacun des 2 livres, on avait un jeune chercheur ou doctorant qui nous a aidés à faire l'édition, parce que c'est aussi un gros travail d'aller-retour avec les auteurs, quoi. C'est vrai, quand tu dis Cerisy, c'est un lieu particulier, c'est vrai qu'il se crée quelque chose. On ne sait pas tant ce qu'on vient chercher, on sait qu'il va se passer quelque chose, à quel moment ça se déclenche, au bout du 2e, 3e jour. Ouais. Est-ce que c'est au moment où il y a l'omelette norvégienne à la fin? Enfin bref, on ne sait pas, mais c'est comme dans un projet, il y a un déclic, et puis après, se passe quelque chose. Et c'est vrai que c'est intéressant, là, si j'ai cru comprendre, ici, on souhaiterait que cette école soit aussi un lieu investi, travaillé un peu de partout, que se crée tout un tas de choses, pourquoi pas, sans non plus que ça devienne Cerisy, parce qu'il faudrait mettre une grosse cloche, et puis éditeur Gon, ça serait moins évident, c'est pas les mêmes personnes, ouais, attention, mais ça serait pas facile. Mais c'est bien cette idée vraiment de produire des choses collectivement, et forcément il y a toujours un début et une histoire. Si tu es là, ou en tout cas si cette idée, à un moment ou à un autre, elle m'a traversé l'esprit, peut-être qu'un point de départ, c'est pas ce lieu-là, parce que moi je n'y étais pas, mais c'est au moins ces 2 personnes-là que tu connais aussi, Jean-Yves Petitot. Je te laisserai le présenter, à tout seigneur, tout honneur quand même. Et puis Chérif Hanna, qui était venu faire une conférence il y a 3 ans. Donc c'était à l'école d'archi de Nantes. Voilà. Et puis c'est ces 2 personnes qui, à un moment ou à un autre, on était à l'époque du Grand Paris. Je me rappelle quand moi j'ai débarqué, si je puis dire, à Nantes. Et puis Chérif m'a dit, il y a Nicolas qui est ici. Mais c'est qui ? Il a commencé à me dresser un peu le portrait, donc ça vient un peu de là quand même. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi ces connexions et ces liens se font, et puis c'est vrai qu'on disait situation relationnelle, travail d'équipe, et je pense que notamment avec Jean-Yves, entre autres, il s'est passé plein de choses. Il y a d'autres noms, je te laisserai le soin de les présenter, mais en commençant par Jean-Yves. Mais en fait, ce que tu dis, ça raconte que, et jusqu'à toi, ta connaissance de ça, c'est pas fini. Ça raconte en fait que la recherche, c'est aussi des liens d'amitié, et des filiations, des travaux communs, enfin voilà. Donc, et ça commence là dans l'amphi. Enfin, moi, je continue à travailler avec des gens avec qui j'étais à l'école, quoi. Donc c'est vraiment important. C'est à un moment où on se sent une affinité vers le travail de quelqu'un, mais c'est aussi vers la personne, etc. Et Jean-Yves Petitot a créé un réseau de gens autour de lui. Donc, il était sociologue, ingénieur de recherche au CNRS. Il habitait à côté de Nantes. Et toute sa vie, il a développé un seul travail, ça s'appelle la méthode des itinéraires, qu'il a nommé lui comme ça. C'est un personnage atypique, hein. Il a été à la clinique de Laborde, il suivait différents séminaires de Barthes, de Foucault, etc. Donc dans tout ce milieu, vous voyez, des années 70-80, qui n'est pas connu évidemment de vous, ni de moi, mais qui résonne, où en fait il y avait un mélange entre le style de vie et le mode de pensée, ou qu'est-ce qu'on dit du monde, voilà. Et donc Jean-Yves Petitot a développé cette méthode des itinéraires, qui consiste à demander à quelqu'un de nous emmener sur les lieux qui sont importants pour lui. Et donc, en gros, c'est viens, je t'emmène. Et nous, en tant que chercheurs, enquêteurs, du coup, c'est plus nous qui avons des questions, c'est plus nous qui dirigeons la chose, mais c'est la personne qui, sur son territoire, nous guide par ses mots et par ses pas. Et ça change complètement le rapport du chercheur à l'enquêté. Et donc, Jean-Yves organisait des itinéraires, soit parce que c'est des sujets qui l'intéressaient, soit parce qu'il y avait des commandes de ville ou des commandes de recherche, mais beaucoup de commandes de ville qui lui demandaient, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire de notre centre-ville, quoi, ou comment on fait évoluer tel quartier, etc. Et lui, il organisait des dizaines d'itinéraires
avec des habitants, puis après, à la fin de ces années de travaux, c'est avec des élus, des architectes, etc. Et ces itinéraires, en fait, il était toujours suivi par un photographe. Ça a été très souvent Bernard Renoux comme photographe. Et il demandait au photographe de prendre des photos quand un ange passe. C'est-à-dire pas quand il se passe quelque chose, mais plutôt quand il se passe rien. Alors, je ne sais pas si cette photo, c'est quand un ange passe, mais on peut l'imaginer, c'est le repas, en fait. Ce n'est pas le moment où on explique le workshop. Et donc, le photographe marche toujours derrière. Il prend des photos, soit des lieux, soit de Jean-Yves Petitot avec la personne avec qui il marche. Et après, Jean-Yves, il retranscrit, ou il faisait retranscrire, parce que souvent, il faisait retranscrire les entretiens, et il les travaillait pour être au plus près, non pas exactement verbalement de ce qu'a dit la personne mot à mot, mais de ce qu'elle a voulu dire, ou de ce qui était le plus percutant dans ce que la personne a dit. Et donc, il retravaillait les textes pour attraper des morceaux qui permettaient de les mettre sous les photos, un peu comme un roman photo, en fait, et à la fois de comprendre un double itinéraire. L'itinéraire des lieux et aussi l'itinéraire des personnes. Donc derrière le mot itinéraire, c'est autant l'itinéraire d'une personne que l'itinéraire des lieux. Et cette méthode, qui était très orientée un peu psychanalyse de bazar, presque au début, les gens critiquaient, ils disaient mais vous n'êtes pas un psychanalyste, vous faites parler les gens sur eux, alors que ce n'est pas votre métier, etc., etc. Et je crois qu'il faut voir vraiment plus loin, c'est-à-dire que c'est les lieux qui parlent à travers les gens. C'est-à-dire que ce n'est pas, à la rigueur, ce que dit la personne sur elle-même, ça peut être intéressant, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est comment, à travers ce que dit la personne, le lieu parle. Et quand on fait ça avec 5, 10 personnes, eh bien, on a une forme de parole polyglotte qui raconte le lieu, et souvent qui est extrêmement parlante pour d'autres habitants du quartier, du lieu, etc. C'est ce qu'il faisait dans l'atelier Estuaire 2029, qui était une première méthode de finalement et à la fois découvrir le lieu et aussi de se décentrer. Il l'avait repris, c'est Éric Chauvier, une fois que Jean-Yves, qui a pris on va dire, la succession de Jean-Yves avant qu'il parte à Versailles. Et c'était cette idée à la fois de décentrer finalement les étudiants et les étudiantes qui suivaient cet atelier-là par rapport à tous les présupposés, tous les codes, toutes les méthodes qu'on propose, et puis effectivement aller à la rencontre du territoire, comme avec le transect, mais ça tu en parleras tout à l'heure. Et c'était assez intéressant de voir un peu comment il bousculait tout ça, voire même les 3/4 de l'atelier consistait à réaliser cet itinéraire-là, ce décentrement, et puis en rendre compte. Donc c'était aussi une manière de faire du projet. Donc voilà, c'était ce moment-là qui était quand même assez intéressant. Avec Éric Chauvier, ils sont partis plus sur la narration, mais c'est logique parce que c'est l'entrée d'Éric. Mais c'était effectivement un personnage et puis même ses approches assez riches. Oui, il était dans l'idée, je crois que c'est Georges Dervieux, un psychologue, un psychoclinicien des années 70, qui disait que toute rencontre à l'autre n'est valable qu'à condition qu'elle me dérange, qu'elle me bouscule, quoi. Donc il cherchait le fait d'être dérangé en fait par la rencontre, et non pas d'obtenir ce qu'il voulait obtenir, mais à l'inverse d'avoir face à lui quelqu'un qui ne rentrait pas dans le cadre que lui avait, quoi. Alors il est décédé malheureusement en 2015 et subitement, et on avait commencé avec lui un livre parce qu'il avait édité 3 itinéraires de docker dans les début des années 90, et Nantes était dans un moment très intéressant, où le métier des dockers, qui était un métier libéral, où les dockers embauchaient le matin en venant chercher le boulot, à un métier salarié. Et du coup, il y avait une fronde énorme de tous les dockers qui étaient contre cette façon-là de travailler. Ils ont perdu, en fait, le syndicat des dockers a salarié les dockers. Aujourd'hui, il existe presque plus de dockers, il existe quasiment plus de dockers. À Nantes, il n'y a plus de dockers, il reste un tout petit peu à Saint-Nazaire. Et donc, il faisait parcourir les gens dans les années début des 90, 3 dockers qui racontaient à la fois leur métier de docker, le risque de la disparition de ce métier, mais aussi, du coup, Nantes comme port. Donc, on a un récit de Nantes qui est un vrai port. Alors qu'aujourd'hui, si vous allez à Nantes, c'est pas, vous dites, bien sûr, il y a le fleuve, il y a la Loire, mais vous dites pas c'est un port, quoi. Et avec ces phrases très belles où un des dockers disait, mais Nantes, en fait, les quais de Nantes, c'est un endroit qui se vide et qui se remplissent en permanence. Et c'est ça la vie de Nantes, un peu comme l'estuaire de la Loire qui change de sens en permanence. Et donc, on a eu dans l'idée de rassembler ces 3 itinéraires ensemble. Et quand on a travaillé dessus,
la question tout de suite, c'est mais est-ce qu'ils seront d'accord, les 3 dockers actuels? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Et les 3 dockers actuels étaient encore vivants. Et donc, quelques mois avant que Jean-Yves meure, il a pu refaire avec le même photographe les 3 itinéraires avec les mêmes dockers, mais 30 ans après. Donc, tous à la retraite. Le métier de docker a complètement disparu, mais les 3 dockers ont plus ou moins remarché les mêmes lieux. Comme ils étaient âgés, la marche était plus compliquée. Et donc, voilà. Et Jean-Yves est décédé, donc on a terminé le livre sans lui. Et ce qui est très bien dans le livre, c'est que du coup, vous avez la même personne qui, 30 ans après, refait un même itinéraire, en fait. Et à travers leur itinéraire, on voit toute l'évolution de la société. Voilà. Ouais, ça, c'est vraiment Jean-Yves Petitot. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a... Tous ceux qui l'ont rencontré ou qui ont utilisé ces méthodes-là, en fait, vous pouvez vraiment l'utiliser, vous pouvez l'adapter, vous pouvez la bricoler. Mes étudiants, ils en font des films, des bandes-sons, ils en font des livres. Il y a pas de... La règle, c'est d'accepter d'être un peu... d'être à l'écoute, en fait. D'être à l'écoute des gens, quoi. Bon, il y en a d'autres. Hein. Là, c'était à la fois pour la petite histoire, mais pas que. C'était la toute petite histoire autour d'une plus grande histoire. Et sur ce premier thème, où là aussi, on pourrait dire, on ne va pas chercher à définir ce qu'est l'ambiance. D'ailleurs, tu l'as très bien dit, sur les deux, ce n'est pas tant l'objectif, c'est plutôt de voir que chacun ce qu'on y met derrière, ou chacune, ou éventuellement, quand on parle de ça, est-ce qu'on est obligé de parler d'ambiance ? Il y a aussi des personnages, donc tu reviendras là-dessus. Tu as parlé de Jean-Paul Thibault, mais il y en a bien sûr d'autres. Mais sur ce thème d'ambiance, ou je ne sais pas comment l'appeler, enfin, entre le contexte actuel où effectivement on doit être sensible à tout, on doit exprimer ce qu'on ressent, il y a une question d'esthétique au sens très large. Donc visiblement, c'est ce que vous mettez même dans l'introduction du livre, notre rapport au monde a changé. Si on est un peu grognon, on pourrait dire oui, mais l'esthétisation du monde, le ludique, cette espèce de mise en forme de ce qu'on est censé ressentir et ce qu'on devrait absolument ressentir les choses comme ça, l'ambiance participe aussi, en tout cas dans son indication, de ce mouvement-là, ou encore en archi. Quand on lit, ou en tout cas, par exemple, j'essaye moi de lire des livres d'architectes, et par moments, je pense à Alain Guilleux notamment, qui lui dit ah non, en archi, on devrait parler que d'atmosphère et pas d'ambiance. Par rapport à ça, vrai. Mais à tout un tas d'autres, ça se discute. Mais oui. Ça se discute, mais voilà, l'objectif c'est ça. C'est gentil. C'est gentil. Non, bah écoutez, d'abord, prenez la parole dès que vous avez envie de parler, soit sur ce que j'ai dit, soit des compléments ou autre chose. Enfin, vraiment. Interrompez la discussion. En fait, moi, je suis aujourd'hui au Cresson. C'est le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Il s'est créé à Grenoble en 1979 par un philosophe, Jean-François Augoyard, et un acousticien et éclairagiste qui s'appelait Jean-Jacques Delettré. Vous voyez, on peut dire dans les écoles d'archi, c'est un peu les deux opposés, quoi. Les STA d'un côté, les sciences humaines de l'autre, même si aujourd'hui, heureusement, ce n'est pas opposé, mais voilà. Et un jour, la légende raconte qu'un jour, ils devaient faire cours, chacun, et il leur avait été affecté la même salle. Donc plutôt que de se battre pour savoir qui avait la salle ou allait ailleurs, ils ont décidé de faire cours ensemble. Et la première année, ils se sont dit, mais on va prendre un sujet à chaque fois, et toi, tu l'aborderas plutôt par les sciences humaines, et moi par l'acoustique et l'éclairage. Et puis, on se mettra en difficulté ou en dialogue ou en complémentarité l'un et l'autre. Et dans la salle, il y avait des étudiants qui aujourd'hui partent à la retraite cette année, Grégoire Chelkoff et Olivier Balaï, qui ont beaucoup travaillé sur les ambiances vraiment architecturales. Et c'est comme ça que le tout petit noyau du Cresson est né, en fait, par une rencontre entre plutôt, on va dire, les caractéristiques physiques des ambiances, là, le niveau de décibels, la réverbération, l'intensité lumineuse, la température, etc., la forme architecturale, et puis les sociabilités. On est assis sur une chaise, on discute, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas bouger, voilà, vous voyez, l'organisation sociale. Bref, et donc le Cresson a travaillé là-dessus très vite et avec une approche sur l'espace sonore. Tout de suite, ça a été... Alors aujourd'hui, ça paraît assez simple de dire... on travaille sur l'espace sonore, voilà. Mais à l'époque, fin des années 70, ce n'était pas courant. Et ce qui n'était pas courant aussi, c'était de travailler sur les espaces ordinaires, les pratiques ordinaires de tout un chacun. Donc c'était un peu les deux approches du Cresson. On pouvait travailler sur un lieu sans s'intéresser aux architectes qui l'avaient conçu, sans s'intéresser trop au visuel, mais plutôt au sonore et aux pratiques.
C'est un peu caricatural et ça a ses limites, mais ça a permis de dresser une voie. C'est quoi un espace public si on l'aborde que par le son, si on l'aborde que par les relations sociales? C'est une architecture qu'on aborde par le sonore. Est-ce que c'est la même? Et si on concevait l'architecture par le son? C'est les grandes questions de l'époque. Et donc le Cresson après a grossi, il y a des gens de différentes disciplines qui sont venus. Et au milieu des années 90, il a été question de faire une équipe commune avec une autre équipe de recherche qui est à Nantes, qui s'appelle aujourd'hui le Créneau. Et donc pour faire équipe commune au CNRS, ils ont cherché une notion commune. À Nantes, ils travaillaient beaucoup plus sur la thermique et l'aérolique. Alors, ce qui nous rassemblait, c'était plutôt les modalités sensibles de l'espace qui nous entoure, une approche pluridisciplinaire. Et le mot ambiance a été amené, en particulier par Jean-François Augoyard. Donc, le nom du laboratoire, après, est devenu ambiance architecturale et urbaine. Et c'était l'idée de se dire que ce qui avait été fait sur le sonore séparément, sur la thermique d'un autre côté, sur le lumineux, sur l'aérolique, peut-être qu'on pourrait le regarder plus globalement, mais se dire cette somme d'approches par les ambiances n'arrive pas à nous donner l'ambiance globale. Si là je vous décris l'ambiance thermique, l'ambiance sonore, l'ambiance lumineuse, ça ne va rien dire peut-être de l'ambiance au singulier dans laquelle on est. Ça va donner des ingrédients, ça rend possible des choses, mais ça n'expliquera pas tout. Et donc c'est ce grand face un peu mystérieuse, c'est comment arriver à décrire le ici et maintenant de la situation dans laquelle on est. D'où le mot ambiance. Si on voudrait donner une définition très simple, c'est la tentative de description d'un ici et maintenant dans lequel on est. Et quand même si on a des perceptions différentes les uns les autres, on partage au moins pour partie un même monde. On se sent quand même appartenir à la même ambiance, même si on l'aperçoit peut-être différemment. Si on est malade, pas malade, si on est soucieux, pas soucieux, si on est loin, devant, mais en même temps, on partage quelque chose. Et du coup, c'est développer des travaux théoriques autour de la notion d'ambiance, assez fortement, des travaux rétrospectifs pour dire, mais au final, c'est pas nouveau, plein de gens ont travaillé là-dessus. Alors on peut trouver dans les 100 dernières années plein d'auteurs qui, des fois, ont utilisé le mot ambiance, mais parfois d'autres termes. Et puis s'intéresser aussi à comment cette question-là, elle n'appartient pas qu'aux architectes, aux écoles d'architecture, mais elle appartient aussi à la géographie, à la littérature, à la psychologie, à l'art, à plein de disciplines. Et donc les travaux se sont développés là-dessus, et cette notion nous a obligés aussi à trouver des méthodes en fait, pour l'aborder, mais plus au-delà, à trouver des formes et des formats pour en rendre compte, en fait, pour la partager, pour dire, mais voilà. Et pendant très longtemps, on partait de l'idée, et c'est peut-être une petite critique que je ferais au père fondateur du Cresson, que étudier les ambiances permettrait de faire une meilleure conception, comme s'il y avait un lien de stimulus-réponse. Je ferais un bon diagnostic, une bonne analyse, alors le projet, là, il a des bons outils pour se développer et répondre à une demande, etc. Et rétrospectivement, je trouve que c'est assez caricatural que d'imaginer que toute approche de description du monde, de sciences humaines, de compréhension, de représentation, aurait comme unique visée d'alimenter le projet, d'être un outil pour le projet. Voyez, parce que à la fois, ça veut dire que ça n'aurait pas d'autres visées. Alors je pense avoir des milliers d'autres visées. Tout simplement dire le monde, c'est le comprendre, le saisir, agir avec, peut-être être ému de ça, partager, faire de la fiction, réciter. Enfin, il y a plein de raisons autres que du projet, évidemment. Et deuxièmement, ça assigne le projet, respectivement, à l'inverse, à répondre au cahier des charges, à répondre à l'analyse. Et donc, quid de la capacité d'un projet à partir vers la fiction, vers l'utopie, ou vers une création qui se fiche d'ailleurs de l'analyse, et peut-être à juste titre. Et donc il y a cette idée peut-être aussi qu'une approche par les ambiances ne doit pas être rangée uniquement du côté de l'analyse, et puis après on vérifiera si c'est bien conçu, mais plutôt comme une approche globale, holistique, qui est valable autant pour décrire les situations que pour essayer de projeter des situations, mais sans en faire des cahiers des charges ultra stricts. Parce que là, on tomberait dans une ambiance extrêmement manichéenne, en fait. Voilà, et donc les ambiances, ça devient un objet que
vous travaillez tous dessus. De toute façon, il ne suffit pas d'être dans un labo de recherche pour travailler dessus. Mais très vite, on est un peu coincé. Comment on les représente, comment on en parle. Et effectivement, il y a ce débat à l'échelle nationale et internationale entre ambiance et atmosphère, et même aussi avec milieu, hein, que utilise un autre géographe, Augustin Berck. Alors, c'est compliqué, parce que, évidemment, moi-même, des fois, j'utilise le mot milieu, le mot atmosphère ou le mot ambiance, selon la situation, le contexte de la phrase ou du lieu. Ce qui est sûr, c'est que le mot ambiance, il permet de parler autant, par exemple, d'un lieu comme ici, la salle d'amphi dans laquelle on est, ou la cuisine dans laquelle je cuisine, que l'ambiance d'une place publique, que l'ambiance peut-être même d'une ville, ou même l'ambiance d'une période, d'une, je sais pas, on peut dire une ambiance politique en ce moment bizarre, ou une, vous voyez, on peut pas. Enfin, donc en fait, l'ambiance échapperait à une définition spatiale propre. Si vous prenez le mot paysage, qui parfois est très utile, on voit bien qu'on ne peut pas parler de paysage pour parler de la situation ici, quoi. Ça ne marche pas bien. Inversement, le mot confort marche bien pour ici, mais ne marchera pas bien pour l'extérieur. Voilà. Alors, par contre, entre atmosphère et ambiance, là, il y a des débats à couteau tiré chez les théoriciens. Voilà. Mais bon, l'ambiance viendrait plus d'une tradition francophone et l'atmosphère d'une tradition germaniste et anglophone, où l'atmosphère serait plus reliée à une question politique et esthétique, et inclut rarement la question de la maîtrise technique. Et l'ambiance, je dirais, serait une origine plus architecturale, etc. D'un côté, c'est bon signe par rapport à la question des ambiances, parce que ça veut dire que ça suscite du débat. Et puis c'est bon signe aussi, parce qu'il y en a d'autres qui ont à peu près un conflit similaire, héritage, patrimoine. Oui. Voilà, on ne va pas pas faire cette histoire-là, mais c'est intéressant de voir qu'il y a c'est pas juste un jeu de traduction, parce que forcément, ça vient aussi de ça, comme tu le soulignes, mais ça montre des positionnements différents et dont on peut par moments parler d'ambiance, mais quand même, on est plus dans le registre de l'atmosphère. Et ce que je trouve, moi, d'intéressant aussi sur ce thème-là, c'est ce qui provoque, je ne vais pas dire comme résonance, parce que c'était un de mes 3 mots magiques là que je me disais, bah tiens, résonance, voilà, résonance, saturation, affect, qui ne sont pas juste des mots comme ça, qui développent aussi, qui anticipent par exemple l'ambiance. Quand on lit Rosa, le thème vient pourtant après par rapport à ambiance, et on le trouve quand même beaucoup plus en avance, pas par rapport à ambiance, mais dans le mouvement. Saturation, là c'est plutôt Luc Gzadinski, désolé pour massacrer son prénom, mais qui dit à un moment ou à un autre, quand les lieux, les ambiances sont saturées, et est-ce que c'est pas une caractéristique actuelle de saturer les choses? Affect, ça c'est une autre histoire, mais aussi qui peut être un point de départ ou qui peut expliquer partiellement encore, parce qu'il y a à peu près les mêmes questions qui se posent sur le registre des affects que pour les ambiances, à la fois à quoi ça sert, une fois qu'on aura défini, est-ce qu'on en saura mieux, et puis au fond, est-ce que c'est vraiment utile, mais qui pourrait être presque pas un point de départ, mais qui pourrait aller expliquer pourquoi on va partager un certain nombre de choses. Par exemple ici, on va tous trouver la lumière intéressante, pas intéressante, ou en tout cas on va pouvoir, mais chacun va y mettre son histoire, parce que ça ne va pas susciter la même chose ou la même motivation. Moi, c'était ces 3 mots-là, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, que j'aurais aimé voir comment toi tu les prends, ou tu n'en prends pas du tout, ou il y en a d'autres qui viennent. Vous prenez la parole hein, quand vous avez envie d'intervenir. Parce que, ouais. Ouais, comment on insère cette question dans la pratique? Alors, c'est vrai qu'un des premiers éléments de réponse, c'est un petit peu mon introduction, hein, c'est-à-dire la création du collectif Bazar Urbain. Pour étudier le devenir d'un quartier, on a déroulé ce qu'on savait faire en recherche. Hein, étudier le sensible, la parole habitante, des relevés, voilà, etc. Ce qui aujourd'hui est assez courant hein, pour tout le monde. Mais au-delà de ça, je pense et peut-être je vous en parlerai après avec un des objets qui est un petit objet que j'ai eu en activité libérale entre guillemets, parce que j'ai une petite activité mais plutôt d'expertise ou d'accompagnement des collectivités territoriales en fait, plus que je fais pas de maîtrise d'œuvre traditionnelle. Et je suis aussi sur des gros objets. Voilà. Alors peut-être l'exemple que je peux donner, c'est que on avait été appelé à travailler sur la place de la République à Paris avant sa rénovation, pour faire une espèce de concertation sur qu'est-ce qu'on souhaite pour la place de la République. Et on avait été appelé parce que c'était pour le lancement du concours, juste avant le lancement du concours. En fait, il y avait eu plusieurs problèmes. Il y avait toutes les associations de toutes les situations, tous les bords,
voulaient que la place de la République corresponde à leurs soucis d'association, des jeux pour enfants, des systèmes à vélo, des skateboards, etc., etc. Et puis il y avait la place de la République, elle est à cheval sur 3 arrondissements qui étaient de bords différents. Et chaque municipalité d'arrondissement et des collèges, pas des collèges, des conseils d'habitants avaient fait travailler des architectes en off pour produire des images sur ce qu'ils souhaitaient que soit demain la place de la République. Et ces images avaient filtré dans la presse parisienne et commençaient à faire un débat de dingue. Et dans ces images, on était en 2007, dans ces images, qu'est-ce qu'on voyait? Alors oui, la place de la République aujourd'hui, mais imaginez-la avant, il y avait des petits jardins au milieu, on tournait en voiture autour de la statue, et il y avait 3 à 4 voies sur le pourtour de voitures. Un endroit extrêmement voiture, avec des très beaux petits jardins au milieu, mais je dirais pas très fréquentable, pas très fréquenté. Donc dans tous les cas, c'était une bonne idée d'en faire quelque chose. Mais alors quel était le projet des gens, enfin de ces groupes de lobbying, hein, même si voilà, il y avait les Verts, il y avait le MoDem, il y avait le PS, il y avait des groupes d'habitants, etc. Eh bien, ils verdissaient énormément la place. Donc ce coup, c'était une forêt. Il y avait une forêt, alors la place de la République. Voilà. Deuxièmement, ils amenaient un tramway, alors qu'il n'y avait pas forcément de projet de tramway là. Troisièmement, ils amenaient des jeux pour enfants, etc., etc. Et du coup, on se retrouve avec une place qui aurait pu être de partout ailleurs la même, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quasiment un imaginaire collectif. Si on vous dit qu'est-ce que vous voulez pour une place à ce moment-là, ben, c'était ça. Et du coup, la ville de Paris était un peu embêtée parce qu'ils disaient, mais en fait, ce qui est produit est un peu contre-productif à la réflexion. Voilà, et donc, ils voulaient plutôt qu'on fasse un travail de terrain en interrogeant des habitants, mais aussi les commerçants, les structures locales. Voilà. Et donc, on a organisé une vingtaine de marches, tout ça, c'est en ligne, avec des groupes très différents, avec les gens qui nettoient les lieux, avec les gens qui habitent le quartier, des Parisiens qui n'habitent pas le quartier, avec les associations qui s'occupent, parce que dès que la nuit tombe, c'est tous ceux qui ont des problèmes de logement, de nourriture qui viennent là, il y a des associations qui s'occupent d'eux, avec des groupes de manifestants, enfin voilà. Et donc on a fait des récits comme ça, multiples, etc. Et un des enjeux, c'était de se dire, mais il ne faut surtout pas que cette place de la République devienne une place comme une autre, et il faut qu'elle puisse continuer à accueillir des manifestations, des grands groupes de public, etc., etc. Et même des gens ont dit, mais est-ce qu'elle ne peut pas garder un peu de la grisaille parisienne? N'en faisons pas une place blanche ou une place verte, etc. Et donc, évidemment, ce n'est pas nous qui décidons, hein, mais toutes ces choses-là, en fait, ont été consignées avec des enjeux. Et ça a servi d'un cahier des charges extrêmement ouvert, entre guillemets, au concours, puisqu'ils pouvaient lire l'ensemble des paroles habitantes et des paroles d'experts, il y avait des experts aussi, qui n'allaient pas toujours dans le même sens, mais justement, on ne cherchait pas à donner un sens commun, mais à montrer les tensions en fait, qu'il pouvait y avoir. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'usage. Et puis après, on va voir plus concrètement sur un projet. Mais je dirais que, justement, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un lien trop explicite. Là, peut-être ce que j'ai fait, c'est même trop explicite. Si vous faites une étude de terrain, vous-même, vous allez travailler sur un lieu, vous faites une très belle photo. Ben, cette photo-là, peut-être qu'elle peut avoir une vie autre qu'uniquement être utile pour le projet. Et cette photo-là va peut-être transformer le regard des autres sur le lieu. Donc peut-être la façon dont ils vont imaginer le concevoir, s'y investir, ou dont les élus, les techniciens, les habitants vont regarder le lieu différemment. Et je dirais que c'est plutôt là, à mon avis, qu'il y a à agir. Quand vous marchez avec quelqu'un qui réfléchit pour lui demander de réfléchir au lieu, ben lui-même se met en mode de réflexion. Ça vous transforme, vous, parce que si vous l'écoutez vraiment, mais lui-même se transforme en réfléchissant à ce qu'il dit. Et peut-être quand s'il fait l'effort après de lire ce qu'ont dit les autres, ça continue, la réflexion continue. Voilà, c'est... Alors, sur les mots, là, les 3 mots... Pas nécessairement. Est-ce que vous avez des questions ou envie de rebondir sur quelque chose? Je vais te mettre à contribution. Moi, je vais rester là, parce que finalement, la scène, c'est pas fait pour moi. Il faudra juste de faire bouger la petite flèche pour la télécommande quand on aura marre de parler d'ambiance et que tu voudras parler d'autre chose. Voilà, éventuellement, de ton fameux aqueduc de la Reine Pédoc, entre autres. Donc, si vous avez des questions ou des avis, rebondir sur cette question, ou en tout cas cette première approche que Nicolas a proposée sur les ambiances.
Alors, tout ce que je raconte ne vise pas à remplacer les autres outils, les autres méthodes, les autres choses. Hein. C'est pas une substitution d'autres façons de faire. Pour ma part, c'était juste, j'ai pas trop bien compris du coup la différence entre l'ambiance et l'atmosphère. Peut-être que vous allez en parler. D'abord, je suis pas le plus théoricien de ça. Jean-Paul Thibault est extrêmement fin là-dessus. Bruce Bégou a aussi fait un livre récemment, de mon point de vue débattable, mais c'est un peu compliqué. Vous voyez, la façon dont, dans notre laboratoire, nous abordons les ambiances, ce n'est pas une définition générique, c'est lié à une pratique. C'est lié au fait qu'on croise trois choses. Des pratiques sociales, habitantes, avec la dimension sensible, un espace architectural qui a des mesures, qui a des qualités, des réverbérations, de la lumière, des matériaux, etc. Et puis, cette dimension sensible qui fait qu'il y a des odeurs, il y a des sons, il y a de la lumière, etc. Et le tout ensemble, je dirais, décrit une situation qui n'est pas uniquement architecturale ou que sociale ou que sensible. C'est les trois articulés. Ça, c'est l'approche originelle du Cresson. Ceux qui travaillent en termes d'atmosphère vont plutôt travailler, par exemple, vous allez visiter un musée sur la guerre, comment on vous fait ressentir peut-être le drame de la guerre, vous voyez, comment, etc. Ou en termes d'atmosphère, c'est aussi vraiment parler d'une atmosphère politique dans une ville, hein, vous voyez, etc. Moi, j'aurais tendance à dire que l'atmosphère fait moins appel à la perception objective, mais plutôt au climat politique et esthétique dans lequel on est. Mais ça va vraiment dépendre des auteurs sur lesquels vous vous appuyez pour dire ça, quoi. Parce que, en attendant, ceux qui travaillent en Angleterre et en Allemagne, la notion d'atmosphère, alors que le mot ambiance existe, viennent plutôt de la géographie culturelle et de la philosophie. Ceux qui travaillent sur les ambiances, plutôt dans l'Europe du Sud, viennent plutôt de l'architecture, de l'urbanisme ou des sciences de l'ingénieur, aussi d'une forme de sociologie ou du pragmatisme. Alors, on dirait, nous, on mobilise beaucoup le pragmatisme, c'est-à-dire l'idée qu'il faut enquêter, hein, et que par l'enquête, en fait, on découvre les choses, on révèle les choses, et que les choses sont toujours prises dans un cours d'action. Elles ne flottent pas dans l'air. Donc, quelque part, l'ambiance, pour nous, c'est une façon de comprendre comment ce cours d'action, il est pris dans une ambiance et en même temps, il contribue à l'ambiance du lieu. C'est une question de point de vue, en fait, un peu entre les auteurs. C'est une question de avec quels auteurs tu t'identifies. C'est-à-dire que si tu as tel philosophe, tel théoricien où tu es plus proche, par exemple, si c'est Gernot Böhm, un très bon théoricien des atmosphères, lui utilise le mot atmosphère, mais je trouve que c'est assez proche de la façon dont on utilise, nous, l'ambiance. Et effectivement, d'autres utilisent en français le terme atmosphère, parce qu'ils aiment, une partie des architectes, je pense à Alain Guilleux, mais à d'autres, ils aiment l'idée de l'air. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ce mélange entre les ambiances reliées à l'air. L'air qui nous entoure, en fait, dans lequel l'air, c'est le filtre, hein, pour le son, pour la lumière, pour la thermique, pour plein de choses. Bon, moi, il me semble que la question des ambiances ne nécessite pas automatiquement de matérialiser cette enveloppe d'air, en fait, dans laquelle on est. Je sais qu'Alain Guilleux est très fort sur ça. Il y en a d'autres, il y a Luc Baboulet, il y a, à Lille, il y en a un qui a travaillé sur le nuage aussi, je ne sais plus son nom. C'est vraiment l'idée de se dire... C'est vraiment l'air qui nous entoure, qui contribue à l'ambiance, à l'atmosphère. L'atmosphère au sens l'atmosphère qu'on respire, hein, véritablement. Mais chez Alain Guilleux, c'est un peu d'un point de vue architectural. Hein, quelle expérience de l'air on va nous proposer, quoi. Voilà. Mais vous voyez, là-dessus, ce n'est pas moi qui vais vous éclaircir plus, pour vous montrer plutôt qu'il y a un vrai débat, qui n'est pas tant un débat sémantique, mais peut-être un débat de c'est quoi les objets sur lesquels on travaille, en fait. Merci. Alors pour le mot résonance, là tout à l'heure, au Cresson, Jean-Paul Thibault a beaucoup développé la notion de tonalité affective. Hein, l'idée, c'est qu'on est toujours pris dans une tonalité affective.
qui n'est pas uniquement le j'aime pas, hein, qui est vraiment l'adhésion à un lieu, à une situation, le fait d'être partie prenante ou de se sentir détaché, le fait de sentir qu'on y participe, etc. Donc cette tonalité affective est assez intéressante. Et c'est évidemment cette idée que la résonance, c'est-à-dire que tout est en résonance, avec cette grande hypothèse que certains font, c'est que c'est l'hypothèse rythmique, c'est-à-dire qu'en fait le monde ne fonctionne que par des rythmes jusqu'à l'infiniment petit des molécules qui ont leur rythme d'existence, quoi. Enfin les atomes. Et ça, c'est une hypothèse intéressante, mais bon, elle est difficile à travailler, quoi. C'est que le monde n'est que rythme, et que, grosso modo, nous devons nous caler par rapport à ces rythmes ou les faire changer. Et si on est en dissonance par rapport aux tonalités du monde ou au rythme du monde, eh bien, nous le ressentons immédiatement. Ce que Harvey Sachs disait, en fait, notre principal travail, c'est de faire comme tout le monde, en fait. C'est en fait être naturel, être comme tout le monde, c'est le travail principal que nous menons dans la vie. Et dès que nous ne sommes pas comme tout le monde, il y a quelque chose de la tonalité avec le lieu, avec les autres, avec la société qui s'arrête. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais du coup, voilà. Et donc l'ambiance, c'est aussi une façon autre que de comprendre les corps à l'intérieur d'une société et aussi à l'intérieur d'un espace. Voilà, c'est un peu sur la résonance, quoi. Et je vais peut-être parler que du deuxième, pas du troisième, parce que le troisième, peut-être, j'ai pas forcément quelque chose à dire, mais le deuxième, qui est la saturation, hein, dont parle Luc Gazinski, me fait penser au livre qui vient de sortir de Bruce Bégou, qui s'appelle L'art c'est bien fait, pas de Bruce Bégou, pardon, Yves Michaud, qui s'appelle L'art c'est bien fini. Yves Michaud, c'est un philosophe de l'art, et il dit, bon, grosso modo, aujourd'hui, l'art consiste à produire des situations, quasiment à produire des situations d'ambiance ou d'atmosphère. Et en gros, l'art, c'est bien fini, puisque produire une situation, ben, on le peut tous, tout le monde. Enfin voilà, il y a quelque chose voilà. Et surtout, ça a une dimension manichéenne. Hein. C'est-à-dire que si je peux produire une situation, je force les autres à être dans une tonalité affective, à être dans quelque chose, etc. Voilà. Et donc lui, il a une dimension assez pessimiste, non pas sur la question des ambiances, il en parle très très bien, mais sur l'art qui se saisit des ambiances ou des atmosphères, pour essayer quelque part de provoquer, de contrôler le milieu dans lequel nous sommes. Sauf que voilà, et donc cette saturation, elle est peut-être aussi une saturation de volonté de trop de contrôle, d'être à tout point dans le contrôle de l'atmosphère, de l'air, des ambiances. Et donc cette saturation, pour moi, le risque, c'est cette vision panoptique où je contrôlerai tout, en fait, parce que j'aurai la maîtrise sur tous les paramètres, face au fait de laisser à l'inverse des situations qui sont encore en devenir, qui sont encore possibles, dans lesquelles des choses qui n'existent pas peuvent s'inscrire. Et donc, il y a, je dirais peut-être un peu de cette saturation, c'est quels espaces de réserve nous continuons de garder à l'heure où on sature de propositions, où on sature de contrôle le monde. C'est un petit peu cette question de l'air conditionné avec de l'air libre. Hein, voilà, pour ceux qui travaillent sur l'air, c'est un peu ça, quoi. Ça peut faire de liens, je ne vais pas m'éterniser, mais intéressant sur Berder, on en parlait justement, sur quand lui il prenait le passage parisien, le centre commercial et le parc d'attractions pour montrer que c'était des espaces justement qui, dans leur configuration ou dans les aménités qu'ils proposaient, étaient. Oui. Je ne sais pas s'il emploie le terme de saturé ou s'il emploie ambiance, je ne me rappelle plus, mais il en parlait comme ça, en disant voilà, on peut montrer comment c'est construit, quelle logique est derrière, quelle histoire aussi est derrière. Tu parlais d'art. Il y a un bouquin là, qui est sorti récemment chez Métis sur la place de l'art dans art et urbanisme. C'est un doctorant c'est Thierry Magard, donc un doctorant de Laurent Matet, qui travaille sur lui, tu sais bien, sur le récit. Mais c'était aussi cette question-là de dire l'ambiance, avec tout ce que ça peut drainer derrière, c'est le cas de le dire, de question, est-ce que c'est une manière finalement de ressentir les choses ? Et chacun les ressentira forcément à la fois très différemment en fonction de son histoire, son humeur, etc., mais aussi on partagera un certain nombre de choses. Est-ce que c'est une incitation et une obligation au sens, comme il faut de l'art de partout, on ne peut pas faire autrement que de parler ou d'aborder quelque chose qui est en lien avec l'ambiance, ou est-ce que ça correspond à
Les trois, ça ne veut pas dire d'en choisir un, mais où est-ce que ça correspond aussi à un moment particulier où voilà, notre rapport au monde et à soi, à l'espace, au temps, aux autres, peut être abordé, discuté, raconté. Donc, comme tu disais, prendre des formes et des formats qui ont à voir avec l'ambiance. Ouais. Ouais, Marc Berthet, dans son livre donc, sur Walter Benjamin, il montre comment aussi Walter Benjamin voit les appartements bourgeois. Hein, on est plutôt dans les années 30. Et cette fantasmagorie du capital et de la bourgeoisie, où il dit, mais en fait, ces appartements bourgeois, les tapisseries sont là, les devantures de sièges, les tableaux, les boiseries, tout ça. Et en même temps, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, ce n'est plus qu'une saturation de quelque chose qui n'a pas de profondeur. Et donc, il voit ces espaces-là comme étant impossibles dans lequel aucune vie nouvelle ne peut s'installer, puisqu'ils sont saturés à la fois visuellement, mais par les objets et par ces choses qui n'ont uniquement le sens du capital, en fait. Et il dit, mais en fait, on ne peut plus y inscrire de vie. En fait, et il a un très beau texte, c'est vrai, là-dessus, sur cette saturation, en fait, qui fait qu'il n'y a plus d'espace possible de création, de réserve, d'émancipation, etc. Quoi. Ouais. Alors, si tu veux en profiter pour changer, Oui. Sauf si, encore une fois, sur l'ambiance, mais ça aurait été intéressant parce qu'il y aurait eu peut-être quelque chose autour de la situation, finalement, Oui. à évoquer. Oui. Alors moi, je fais le pendant, on m'a toujours dit, les architectes, c'est le site, et les géographes, pour moi, le premier tendance Lusso, c'est la situation. Ouais. Puis après, la distinction entre situation, donc finalement, là, on partagerait tous et toutes une situation, et qui deviendrait pour chaque personne un agencement. Je ne vais pas rentrer, mais un peu cette idée de situation quasiment au pluriel, de dire, bon, voilà, c'est peut-être ça, ambiance, atmosphère, c'est comment chacun y met du sens, comme tu l'as dit, pour au fond fabriquer sa petite histoire. Là, on développe le vocabulaire des situationnistes, qui disaient, vivre, ça consiste à passer presque d'une ambiance à une autre, ou d'une plaque schizophrénique à une autre plaque schizophrénique, effectivement. Ouais. Et eux, ils utilisent vraiment le mot ambiance, les situationnistes. Donc oui, tu parlais de profondeur là, à l'instant. D'accord, c'est de l'eau, c'est facile. Mais là, il y en a différentes en plus. Ouais. Écoutez, c'est un projet non abouti dont je vais vous parler. En fait, j'ai été dans l'équipe il y a une dizaine d'années maintenant, un peu moins, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre en tant que, on va dire, spécialiste du terrain, quoi, pour la rénovation du Mirail et de Bellefontaine à Toulouse. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, c'est des grands ensembles créés par Candilis et consoeurs, etc., confrères. Et à un moment donné, pendant qu'on travaillait sur ce lieu, il y a un endroit qui s'appelle le Petit Bois. Et ce Petit Bois va être rénové par une agence de paysagiste qui s'appelle Urbicus. Mais vous savez que dès qu'on intervient sur un lieu, il y a normalement des déclarations liées à l'archéologie qui doivent être faites, des fouilles préventives, ou du moins des vérifications qu'il n'y a pas besoin de fouilles préventives, etc. Et évidemment, ça n'a pas raté. Sous ce petit bois, il y avait, et les gens le savaient, mais ils l'avaient complètement oublié, les traces d'un aqueduc. Alors, les aqueducs, ce n'est pas forcément des choses en l'air. Ça peut être des tuyaux dans le sol, puis parfois c'est en l'air. Et donc, il y avait les traces d'un aqueduc romain qui, pendant plusieurs siècles, ou au moins 2 siècles, ont alimenté tout Toulouse en eau potable. Symboliquement, c'était très fort. Ça voudrait dire que l'eau potable du centre de Toulouse vient du Mirail, vous voyez, de ce quartier défavorisé, stigmatisé, etc. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais c'est super, quoi. Enfin, on a un objet, enfin, on a une symbolique qui fait que, bien sûr, il faut valoriser le mouvement moderne, l'architecture contemporaine de Candilis, etc. Il faut valoriser ces utopies concrètes, quitte aussi peut-être à ne pas tout en accepter, parce que c'est pas si simple. Mais trouver que le lieu a une histoire autre que celle uniquement des années 70 et aujourd'hui de sa relégation dans les médias, je trouvais ça formidable. Et donc, du coup, très vite, il suffit de creuser un peu, d'enquêter, en fait, vraiment d'enquêter, c'est peut-être le mot qui va le mieux avec les ambiances, on part en enquête, et d'enquêter, et on trouve très vite qu'il y a eu cet aqueduc qui, pendant, alors c'est un peu de tête, mais pendant 7 ou 5 kilomètres était sous terre, suivait les courbes de niveau, puis après, pendant
5 ou 7 kilomètres, je ne sais plus lequel est 5 et 7, était en l'air sur un aqueduc en l'air, avec 500 piles qui portaient l'aqueduc, qui traversaient la Garonne et qui amenaient l'eau potable au centre-ville de Toulouse. C'est-à-dire une infrastructure, mais dingue, enfin, gigantesque, quoi, gigantesque. Quand vous regardez la ville de Toulouse, c'est comme une immense autoroute qui traverserait Toulouse, enfin, qui parlerait du sud, etc. Et donc on enquête là-dessus. Et en enquêtant là-dessus, en fait, je crois qu'il y a des images après. Alors, oui, alors cet aqueduc s'appelait l'aqueduc de la reine Pédoc. Alors c'est là où la question du récit et de la fiction arrive, et donc du projet. La reine Pédoc, c'est une reine mythologique aux pieds palmés. Et cette reine, elle se baignait dans des bains de la reine qui sont décrits dans des textes antiques. Et on sait on a retrouvé des descriptions de fontaines qui montraient cette reine-là. Et donc Didier Talagrand, l'artiste avec qui je travaille habituellement, à partir des descriptions textuelles, a proposé des images imaginaires de ces sculptures qui étaient le long de l'aqueduc de la reine Pédoc. Mais voilà, vous avez ici donc le petit bois où en fait on a trouvé les premières fouilles, ici. Là-bas, vous avez le centre-ville de Toulouse. Là, vous avez la partie aérienne de l'aqueduc. Et là, la partie enterrée de l'aqueduc. Ça, c'est la partie enterrée. Ça, c'est la partie aérienne. Et donc, on a écrit une espèce de série, comme une série télé avec des épisodes, où le premier épisode, c'était autour des documents d'archéologie qu'on peut retrouver depuis 100 ans, en fait, sur cet aqueduc-là. La deuxième série, c'était un parcours photographique qui parcourait l'ensemble comme une espèce de territoire un peu inconnu, qui est tout à côté d'un endroit très connu. Le troisième épisode, c'était à la recherche de tout ce qui concerne l'eau autour de cette ligne imaginaire. Le quatrième épisode, ça a été des paroles d'habitants, plus exactement de cyclistes, parce que on s'est rendu compte que, évidemment, l'objectif n'était plus de refaire circuler l'eau d'ici au centre-ville, mais en fait, en parcourant on avait des appareils qui testent la densité dans le sol, et donc ça nous permet de savoir où, a priori, il y a encore des traces de l'aqueduc ou pas. Et donc, avec les archéologues de la métropole, on a reconstitué, grosso modo, il y avait déjà pas mal d'études, hein, donc tout n'était pas neuf, mais on a actualisé des études, et on a retrouvé le tracé de l'aqueduc, à peu près, et on s'est rendu compte que, grosso modo, il y a un chemin ou des chemins qui sont presque au-dessus du tracé de l'aqueduc. C'est comme si 2000 ans plus tard, cette puissance des tracés, en fait, fait que on peut quasiment suivre à pied l'aqueduc. Alors, ce n'est pas tout à fait juste par endroit, mais on n'est pas très loin. Et donc, l'idée qui s'est développée avec la métropole, c'est ça. Mais si demain, il y avait non pas, c'est pas l'eau qui alimente le centre-ville de Toulouse, mais plutôt les vélos, entre guillemets, ou les gens, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, pour aller du Mirail au centre-ville, en vélo, c'est impossible, à pied, c'est impossible. Il n'y a que le métro qui le permet. Sinon, il faut passer des rocades, il faut passer des endroits absolument difficiles à traverser. Et donc, redonner une ligne originale avec une histoire pour rejoindre ça. Et donc, pour arriver à faire exister cette histoire-là médiatiquement, on a créé avec la métropole une grande randonnée qui s'est appelée « À la recherche de l'aqueduc de la reine Pédoc ». On n'a pas dit que c'était à la visite du quartier Reinerie du Mirail. Hein. Et on a eu 80 cyclistes un dimanche matin qui sont venus. Et avec les 80 cyclistes, en fait, on a parcouru du centre-ville de Toulouse jusqu'au jardin de Montlon l'itinéraire possible de cet aqueduc, et en développant tout le long ce qu'il pouvait générer de projets. L'idée, c'est que si le projet, c'est de faire une ligne parcourable, il est aussi le prétexte à 101 petits projets le long de cette ligne. Alors le projet en est là, en fait, il n'est pas réalisé, mais il est toujours un peu dans l'air, quoi. Mais ça m'a permis de réfléchir en me disant, mais en fait, sans le vouloir, on a créé un fil un peu continu entre un récit plutôt du passé ou un récit historique et un potentiel récit pour demain.
Et ce fil, bon, il n'est pas très compliqué, hein, vous l'avez bien compris, c'est assez simple. C'est l'idée qu'on a décidé volontairement de choisir des choses dans le passé pour en projeter volontairement des choses pour demain. Alors ça paraît rien, mais ça n'a rien à voir avec l'idée de faire un diagnostic puis après un projet. Puisque là, l'idée, c'est le même mouvement. C'est-à-dire, je décide ce dont je décide d'hériter. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux, moi, hériter? Que ça soit, moi, par exemple, je veux hériter de cette histoire. Je trouve qu'elle est importante pour le lieu. Comme vous pouvez dire, moi, je veux hériter, par exemple, de la lecture de Walter Benjamin. C'est important pour moi, etc. Et de la même façon, ce n'est pas un projet qui répond à une question, mais c'est un peu comment j'esquisse une fiction volontairement vers quelque chose. Donc pour moi, c'est une façon de couper les liens entre analyse-projet, qui sont souvent de l'asservissement, un petit peu d'asservissement réciproque, même si c'est nécessaire, on le sait bien, pour arriver à construire un récit dans lequel plein de récits peuvent se créer. Et ça m'a amené à lire un auteur qui s'appelle David Lapoujade, qui est un pragmatiste, c'est un philosophe contemporain, qui a beaucoup écrit sur Étienne Souriau, qui est un philosophe des années 50, sur lequel a écrit un très beau livre, enfin, a fait une très belle préface Isabelle Stengers et Bruno Latour. En fait, c'est un livre qui s'appelle Les modes d'existence, qui est épuisé aujourd'hui et qui a été réédité par Bruno Latour et Isabelle Stengers, et qu'on en fait une magnifique préface. Et puis, 15 ans après, David Lapoujade reprend ce livre d'Étienne Souriau et le développe de façon un peu différente. Et moi, je me sens presque plus proche, les deux sont très beaux, hein, mais je me sens assez proche de ce que dit David Lapoujade quand il relit Étienne Souriau, sur ce lien entre les héritages qu'on choisit et les fictions qu'on dessine. En fait, Étienne Souriau, relu par Lapoujade, donc, il dit qu'il y a 4 modes d'existence. Il y a le cosmos des choses, c'est l'art de se maintenir, c'est comment, en fait, quelque chose continue de vouloir exister. Alors, pour nous, l'aqueduc, c'est cette ligne, grosso modo. C'est pas les piliers, c'est pas les briques ancestrales, mais c'est que cette ligne, en fait, elle a peut-être une puissance. Le cosmos des choses, c'est quelque chose dont l'art, c'est de se maintenir, c'est de durer. Mais ça peut durer dans une évolution, hein, mais il y a quelque chose qui dure, qui tient. Il y a le cosmos des choses. Alors je vais me tromper, mais il y a le monde des phénomènes. Alors les phénomènes, c'est ce qui apparaît et ce qui disparaît. Alors il donne des exemples. Hein, la ligne de crête d'une montagne quand elle devient rose en fonction du soleil, ou les oiseaux le matin quand je me lève, etc., etc. Eh bien, il n'empêche que tout projet peut réfléchir à quels seraient les modes d'apparition et de disparition dans un lieu sur lequel on travaille. Le troisième mode d'existence qui est développé, en fait, c'est le royaume des fictions. Où le royaume des fictions, c'est l'idée qu'on crée des histoires, mais elles n'existent qu'à condition qu'on les sustente, c'est-à-dire qu'on leur donne à manger. C'est-à-dire en fait, qu'on continue de les raconter, ou qu'on en augmente la puissance de récit. Donc l'histoire, elle n'est pas donnée une fois pour toutes. Pour vraiment qu'elle soit forte et qu'elle soit opérante, eh bien, il faut continuer à la raconter, à l'augmenter, à faire des dérivations, etc. D'où la fiction, en fait, qui est vraiment très intéressante, je trouve, là. Et puis la quatrième mode d'existence, qu'il appelle la nuée des virtuels. Alors la nuée des virtuels, c'est ce qui devrait être là, mais qui n'est pas là, entre guillemets. C'est ce que... Jean-Christophe Bailly, il dit « L'utopie, c'est ce qui manque à un lieu pour faire monde, en fait. » En fait, c'est ce qu'il manque, on a envie de le finir. Ce n'est pas possible de ne pas le continuer. Voilà. Et c'est aussi la nuée des virtuels, c'est le droit à toute chose d'avoir un devenir. Et vous voyez, quand on dit le devenir d'une chose, c'est pas pareil que de parler du projet. Le projet veut dire qu'il y a un problème, qu'on va intervenir ou qu'on va modifier. Le devenir d'une chose, c'est vous avez un devenir peut-être architecte, ou un devenir grand, ou un devenir quelque chose. Vous voyez, c'est le devenir de quelque chose. Donc c'est penser les choses beaucoup plus dans des lignes de vie que uniquement question de résolution d'une question, d'un problème, etc. Et moi, j'ai beaucoup aimé ces 4 modes d'existence parce que je trouve qu'ils permettent de changer de vocabulaire pour essayer de penser des devenirs pour des lieux. Et peut-être d'intégrer plus facilement des choses qui n'ont pas le droit de citer facilement dans les cahiers des charges, dans les modes opérationnels, etc.
Voilà, donc c'est ce projet en fait qui n'est pas abouti, hein, il a été un peu très légèrement médiatisé, mais il est retombé à l'eau au changement de municipalité. Mais en fait, il aide aussi à se dire, mais comment on passe à l'action de la fiction, au récit, quand on fait du projet. Voilà. Alors moi, j'ai 3 questions, mais si avant, vous voulez réagir ou même partager un peu ce que vous expérimentez, si je puis dire, c'est le moment. Oui, alors du coup, si j'ai bien compris, vous utilisez un peu vous utilisez une histoire que vous transformez presque en fiction pour nourrir l'imaginaire d'un projet. Mais comment est-ce qu'on ferait si on voulait faire, par exemple, relier ce quartier un peu défavorisé au centre sans l'existence de cette race, sans se passer? Moi, je crois qu'il y a la question. On a parlé des itinéraires tout à l'heure. Hein, la question de l'enquête. Il faut, ça paraît bête, mais je trouve. Moi, j'ai découvert que dans tout ce que je faisais, il y avait des enquêtes. Ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'analyse, l'enquête. Hein, l'enquête, c'est on décide d'aller chercher des documents, de s'entretenir, de parcourir les lieux, etc. Et je trouve qu'on trouve toujours des choses. On trouve toujours des choses. Et des fois, elles sont plus petites. Là, L'aqueduc, c'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est magnifique, quoi. C'est toute l'histoire de Toulouse qui peut être revisitée. D'autant plus que là, le long, quand vous faites le long là, vous avez toute l'urbanité de Toulouse qui s'est créée par Couronne. Donc en fait, vous faites quasiment un transect historique sur l'urbanité de Toulouse. Donc ça, c'est... Pour moi, c'est... Mais je crois qu'en ce moment, je travaille sur Grenoble, ville d'eau. L'idée que Grenoble aurait pu devenir une ville thermale. Hein, c'est un grand projet qui n'a pas abouti au début du 19e siècle. Et en même temps, ça nous amène à réfléchir, mais en fait, Grenoble est construit sur l'eau, littéralement. Puisque tous les bâtiments d'avant 1920-1930 sont sur pilotis. Le pilotis, c'est des ponts. Donc, tout le monde dit Grenoble, c'est une ville-pont, parce qu'on fait le pont entre Alpes du Nord, Alpes du Sud, Est et Ouest, Drac, Isère, jusqu'au bâtiment même qui est construit comme un pont. Et donc, je trouve, voilà. Mais c'est des choix qu'on fait. Je ne dis pas que c'est le récit qui doit être commun à tout le monde, hein, pas du tout. Mais c'est en enquêtant, en trouvant des éléments qui ne sont pas forcément de la vieille histoire. Hein. Ça peut être des éléments plus... Jean-Yves Petitot, il travaille sur les parcours de SDF, par exemple. Moi, je crois qu'il y a toujours matière à prélèvement. Mais il faut vraiment voir le prélèvement comme du projet. C'est-à-dire, en fait, c'est bien toi qui décideras ce que tu décides de conserver, travailler, mettre en avant. Et d'autant plus si c'est moindre. Tu vois, si c'est quelque chose qui est plutôt oublié ou pas vu, ou qu'on ne met pas comme une chose de valeur habituellement. Alors, à toute petite échelle, c'est une rangée d'arbres, mais qui est merveilleuse. C'est un banc, c'est un cône de vue. C'est des choses simples, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de théorie pour dire ça. Hein, c'est pas... Mais c'est des choses qui peuvent vite disparaître. Et l'idée derrière, c'est pas de faire de la conservation. Hein. C'est de se dire, mais comment, quand j'interviens dans un lieu, je poursuis un récit quelque part, quoi. Quitte à ce que dans le récit, je décide qu'il y a une rupture, en fait. Non, là, il y a une rupture, quoi. Il y a un... Ouais. Pour moi, c'est vraiment un changement de vocabulaire et d'outils de narration pour le projet. Et je le teste, enfin, je l'éprouve, hein, je n'ai pas de certitude ni de longue expérience là-dessus, mais je sens que ça permet vraiment de penser les lieux différemment et de les penser collectivement. Ouais. Non, je ne sais pas quoi dire. Non, mais oui, c'est vrai. Mais par rapport à la trace, entre guillemets, que ça va laisser, s'il y avait eu toutes ces statues et que 20 ans après, on ait complètement oublié le pourquoi elles sont là, etc. Quel regard peuvent avoir des habitants dessus, si ce n'est une justification ou une revalorisation d'un patrimoine qui serait l'aqueduc? Alors, on ne voulait pas du tout remettre les statues. Hein. C'était juste que pour raconter l'histoire de cet aqueduc, c'était intéressant de créer des visuels. Et évidemment, on n'en avait pas, donc il fallait les inventer. Mais hors de question. Mais quand on discutait avec la métropole, par exemple, ils disaient, mais cette ligne, ça pourrait être la plus grande brocante de Toulouse. Un dimanche. Voilà. En fait, comment on réinvente. Et d'autres ont dit, mais quand on arrive à l'aéroport, alors parler d'avion aujourd'hui, c'est pas top, mais Toulouse, c'est la ville de l'avion. Et ils disent, mais quand on arrive à Toulouse, en fait, le virage passe au-dessus du Mirail.
Et en fait, cette ligne, on pourrait la voir, entre guillemets. Si sur les toits, il y avait quelques des petits points bleus, on pourrait quasiment voir la ligne depuis l'avion. Enfin bref, c'est pas les statues, c'est pas les... Chacun imaginait des choses, en fait. Et nous, quand on parcourait le lieu, on adorait se dire que tel bar, c'était relié à l'eau, il y avait un lavomatique, mais il y avait aussi des petits bassins, des fontaines, des choses. Enfin, comment, à un moment donné, tout est prétexte, en fait, à augmenter le récit, quoi. Mais c'est surtout pas retrouver l'aqueduc, c'est surtout pas, etc. Non, non, c'est... Voilà. Ça en fait une quatrième question. La première, c'était quand tu disais, forcément, ça rapproche d'une façon ou d'une autre passé, présent et aussi futur. C'est comment on arrive à discuter, ou en tout cas à faire discuter des personnes qui ont nécessairement des temporalités différentes. L'élu, ah oui, c'est génial parce que, mais il faut que vous me fassiez ça avant les prochaines élections, parce que sinon, non. L'architecte, l'urbaniste, le paysagiste qui veut dire, bon, ben moi, pour faire ça, tel réaménagement, il me faut tel temps, et l'habitant qui, à la fois, voudrait que ça soit là tout de suite, et que pour autant, ça soit son histoire à lui. Donc, est-ce que tu as senti ces frottements ou ces rapprochements sur les temporalités, au fond? C'est classique dans n'importe quel projet, archi ou urbain, mais là, en particulier. Bah oui, bien sûr. Bah, je dois quand même reconnaître que une grande partie des choses que je fais ne se réalisent pas. C'est-à-dire que, et je pense qu'une des raisons, c'est parce que ça ne vient pas jouer au bon endroit, dans les bonnes procédures, au bon moment, que ça tout de suite met des choses sur la place publique, comme des récits collectifs, et que ça n'oblige pas à prendre des décisions, entre guillemets. Enfin, je ne positionne pas mes travaux comme première étape, vous devez faire ça, deuxième étape, etc. Enfin, c'est pas le voilà. Mais ce qu'on a essayé de faire avec l'agence d'urbanisme de Grenoble, avec le nouveau directeur, c'est de se dire que les réunions qui traitent d'un lieu ont lieu, si possible, sur le lieu. Ça paraît tout bête, mais faites une réunion sur le lieu de travail, marchez le lieu de travail avec vos collègues, marchez le lieu de travail avec des habitants, des élus, des techniciens, ensemble ou séparément. Ça change déjà complètement le rapport qu'on a au lieu, ça change la discussion qu'on a entre nous, et ça change qu'est-ce que l'on considère important dans la discussion. Si vous êtes autour d'une table, chacun a ses propres préoccupations, enjeux, objectifs de réunion, etc., etc. Donc moi, je plaide vraiment à ramener le terrain dans les échanges. Parce que le terrain, d'abord, il est toujours à découvrir, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, c'est infiniment varié. La parole de l'autre, elle est toujours différente quand elle est sur le terrain, et ça, la sienne, que quand elle est autour d'une table de réunion. Et il se crée d'autres temporalités. Alors je sais bien que ce n'est pas des choses qui poussent à des décisions, voilà. Mais moi je crois que c'est vraiment dans un rapport sensible au lieu, à l'autre, à l'écoute de la parole, que des choses se font. Et après, je dirais, c'est pas tout descendant ou remontant, quoi. C'est-à-dire que c'est à chacun aussi de prendre sa part d'action, de projet, de regard. Mais je crois quand même que de représenter le monde et de le parler, le monde, de le dire, le change, quoi. Enfin, changer les regards sur le monde, enfin, je sais pas, ça me paraît une des missions premières qu'on devrait tous savoir, quoi. Et on peut le changer en fabriquant de l'architecture aussi, bien sûr. Hein. C'est pas que de l'observation. Hein. Mais moi, je crois au fait que les choses se font sans... Enfin voilà, j'ai pas d'exemple d'opération extrêmement managée qui déboucherait parce qu'on s'y serait pris de telle façon plutôt que de telle autre. Un collègue à moi, Pascal Enfou, lui va beaucoup plus loin là-dessus. Et quand on en discute ensemble, lui comme moi, on reconnaît que ça n'a pas forcément changé grand-chose dans ce qui s'est passé après, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que voilà. Et c'est pour ça que je crois, moi, au contraire, à l'horizontalité du partage des récits, des photos, des vidéos, des projets, etc. Moi, je trouve qu'il y a une sorte de lien avec la notion du hasard. C'est-à-dire faire appel comme vous disiez, on ne contrôle pas les choses. Des fois, on ne sait pas quelle décision prendre. Bah, on peut, je sais pas, peut-être faire appel au hasard, quoi. Et puis, c'est en lien un peu avec cette idée, oui, d'horizontalité et un peu de logique un peu démocratique. Je sais pas, je fais un lien avec quelque chose. Je pense pas que ce soit le mot hasard. Par contre, et peut-être à tort, hein, mais j'ai toujours l'impression que, et je parle plus d'urbanisme hein, que d'architecture au sens d'un bâtiment, quoi. On est plein d'acteurs à faire de l'urbanisme, enfin à agir sur la ville.
les élus, les techniciens, les architectes, les paysagistes, mais aussi les habitants, les commerçants, les industriels. Enfin voilà. Quand je travaillais au Mirail, j'avais bien l'idée que je travaillais au Mirail en tant qu'urbaniste, mais presque comme un boulanger fait du bon pain. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas changer le Mirail parce qu'il fait du bon pain. Mais c'est mieux qu'il fasse du bon pain quand même pour le Mirail. Et ben, j'ai un peu l'impression que si mon travail ne va peut-être pas tout changer parce que je n'ai pas les capacités ou qu'il n'y a pas le lieu, et peut-être tant mieux, parce qu'il ne faut pas que ce soit une personne qui dicte tout ça, mais quand même, ce qu'on fait, on pense que ce qu'on fait amène quand même du mieux et peut-être un peu d'enchantement, mais en même temps sans avoir le contrôle de l'ensemble. Mais c'est peut-être aussi parce que je suis enseignant-chercheur plus que praticien. Tu as dit boulanger, enseignant-chercheur, plus voilà, chercheur que praticien. Tu as parlé quand même de partage à un moment ou à un autre. Est-ce que sur ce genre de projet-là, il n'y a plus d'usagers, plus d'experts, il n'y a que des habitants temporaires par l'imaginaire, par la pratique? Est-ce que c'est ce genre de choses où, durant ces différents épisodes, est-ce que tu as ressenti un peu les positions bouger? Oui, enfin, là, on était accompagné du directeur d'urbanisme de la métropole, du directeur de l'archéologie, par exemple, et des associations qui prônent le vélo. Ça paraît rien, mais bon, ça, c'est un peu de stratégie de ma part, c'est-à-dire mettre les bonnes personnes au bon endroit, quoi. Je pense que ça a bougé, c'est-à-dire eux, ils en parlent encore. Est-ce qu'ils en parlent en tant que responsable du vélo, directeur de machin, ou est-ce qu'ils en parlent au fond de personnes qui habitent, au sens avec un H majuscule ou un H minuscule, ce lieu? Je sais pas trop. Je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, je la pose. Je ne sais pas. Ce que je regrette, par exemple, par rapport à ce projet ou d'autres projets, c'est de ne pas être plus puissant dans les représentations. De produire un livre, un film, une pièce de théâtre, voilà. Sauf que, comme tout ce quand vous faites un projet, à un moment donné, il est rendu, les financements s'arrêtent, et puis vous passez à autre chose. Vous voyez, et ça, c'est peut-être un... Voilà. Bon, là, je passe pas à autre chose, je vous le raconte. Mais vous voyez, grosso modo, j'ai fait ça il y a maintenant 8 ans, 9 ans, à peu près un peu moins. Mais grosso modo, si j'étais très courageux, j'auto-investirais pour continuer à prôner cette histoire, à en faire des récits. Voilà. Sauf qu'on est sur d'autres histoires, on est sur etc. C'est peut-être aussi une difficulté qu'on a nous-mêmes là-dessus, quoi. On passe aussi d'un projet à un autre assez vite lorsque le contexte fait qu'il n'y a plus de prise. C'était un peu ça, c'est-à-dire de dire, pas simplement le travail des collectifs, et pas parce qu'il y a marqué bazar urbain, mais de dire, on a tous et toutes ces volontés-là, à un moment ou à un autre, de faire un peu tomber les barrières, de dire, mais attends, moi je ne suis pas plus expert que toi déjà parce que j'y habite pas, et puis à un moment ou à un autre, on est en train de construire quelque chose justement qui est partagé. Est-ce que déjà ça serait utile? Est-ce que ça serait possible? Et est-ce que ça peut quand même un petit peu, non pas faire tomber ces barrières, mais un peu enlever les étiquettes qu'on porte malgré nous? C'est-à-dire que, à un moment ou à un autre, je n'oublie pas que je suis le scientifique de service, l'expert de service, l'élu, le technicien. Alors c'est peut-être un peu utopique. Mais... Oui, j'ai pas travaillé comme ça, je crois encore aux capacités de la démocratie élective. J'y crois pas complètement, bien sûr, mais j'y crois un peu quand même. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire la ville, je crois quand même qu'à un moment donné, des décisions municipales, métropolitaines, qui doivent se prendre pour arriver à mettre en route des choses contre une partie des choses qu'on fait bouger et qui n'ont pas envie de bouger de fait, quoi. Mais je m'en sors toujours par des ritournelles, quoi, en disant le projet, c'est sans projet. C'est-à-dire, le projet, là, par exemple, c'est de faire cette ligne de vélo. Mais en fait, le projet, c'est de faire exister plein de choses le long. C'est-à-dire, si cette ligne de vélo, elle est plus ou moins réussie, ce qui est surtout le vrai enjeu, c'est que ça fait bouger plein de choses le long. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le projet dans sa grandeur. Et c'est pour ça que quand on travaillait sur le Mirail, j'aimais bien dire, oui, il y a l'action de la rénovation, etc. Mais le projet, c'est aussi la personne qui a un petit appartement, qui en veut un plus grand, l'artisan qui est là, qui veut aller là-bas, telle personne qui n'a pas de cave et qui veut un endroit de stockage. Le projet, c'est aussi le projet de vie des uns et des autres, quoi. Voilà. Ça va peut-être un peu dévier par rapport à la question que je voulais poser, mais dans
dans cette forme d'organisation très horizontale, de dire que on prend évidemment la vie, etc., mais de le confronter ensuite à de la politique, où au final il n'y aura qu'une seule personne qui va prendre une décision, oui, non. Est-ce que ce travail en amont, de se dire on ne prend pas de décision, mais on propose toutes les possibilités, c'est pas un peu donner toutes les clés à une seule personne à la fin, alors qu'il y a peut-être un tri ou même une décision, cette fois collégiale, qui aurait été portée avec, je sais pas, un projet peut-être trop précis ou à remettre en question, mais de dire qu'à un moment, si on trouve pas, si on propose un modèle presque utopique de dire que ce fil rouge, ça peut créer plein de choses, on va pas trouver à la fin le client, parce que entre guillemets, personne va trouver l'intérêt qu'il a de s'investir dedans. Alors que dans une démarche où on serait peut-être plus dans la précision, on peut aller chercher certaines personnes qui détiennent, peut-être malheureusement, le pouvoir décisionnel. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. En attendant, lorsqu'il y a une belle entente entre un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage, entre un maire et un grand architecte, c'est classique, entre un prince et son architecte, etc. Mais bien sûr, mais moi je l'ai souhaité, je le souhaiterais quand même des fois que les gens ils disent c'est super, allez on y va, hein, cette année on fait ça, etc., etc. Mais je le souhaite pas non plus complètement. C'est-à-dire que je trouve que c'est normal. Alors, je mets pas tout à l'horizontale quand même. On fait beaucoup de tri et on met là où on explique aussi là où il y a du débat. Et puis de la façon de présenter les choses, on oriente énormément en fait. Hein. C'est pas une enquête totalement neutre. On est des projeteurs puisque on décide de ce que l'on prend et on décide des fictions qu'on dessine. Donc dans les deux cas, il y a du projet pour moi. Mais oui, j'ai bien conscience de ce que tu dis, mais je trouve que c'est aussi à nos collectivités territoriales, à nos métiers d'architecte et d'urbaniste, d'évoluer là-dessus, de ne pas penser que le projet, c'est uniquement la réponse à un cahier des charges ou une ligne droite vers laquelle on va, quoi. Mais que c'est en permanence de la négociation, de la discussion, de l'évolution. Être attente. Mais c'est un peu comme un cours, vous voyez, on fait un cours avec vous. Si ce qui se passe avec vous ne change pas la façon dont je fais le cours, c'est pas bien, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et en même temps, il ne faut pas non plus que ce soit vous qui décidiez complètement des apports. Vous voyez, il y a tout un jeu comme ça qui est... C'est assez... Ouais, c'est un peu délicat, mais je trouve que c'est... Alors, au Cresson, on a beaucoup travaillé sur le son. Et le son, en fait, c'est l'écoute. Et je trouve que essayer d'écouter les autres, essayer l'autre, le territoire, les choses, les histoires, les trucs, c'est aussi commencer à soi-même changer un peu, quoi. C'est une autre situation, en fait. Mais j'ai pas plus de... Pas d'autres réactions, questions ou points de débat? Oui, tracé, projet, récit. Normalement, ça nous amène directement sur le transect. Ouais. Alors le transect, je ne suis pas l'inventeur, hein, mais c'est vrai que ça fait 15 ans maintenant que je travaille là-dessus. Alors pourquoi je n'en suis pas l'inventeur? Parce que c'est une pratique que vous faites tous, en fait. Hein. On coupe un lieu le long d'une ligne, hein. On se donne une ligne, on le coupe et on le regarde le long de cette ligne. Alors, le transect en soi, c'est un peu l'inverse de la dérive. La dérive des situationnistes, c'est je me laisse attraper par là où les ambiances m'attirent. Hein. Et la dérive chez les situationnistes, elle allait loin parce qu'elle allait jusqu'à se mettre en péril physiquement. Hein. Je vais là où je vais peut-être... il va m'arriver des choses, etc. Bon, le transect, c'est pas pareil. Le transect, c'est prendre les choses par le milieu, au sens deleuzien. Hein, on attrape les choses par là où ça pousse. Alors l'idée, c'est de se dire, plutôt que de suivre les choses sur leur contour ou par zone, je vais plutôt les traverser. Alors, je vais traverser l'espace, mais je peux traverser les périodes, je peux traverser les sociétés, les intérieurs, etc., etc. Donc le transect, c'est une posture autant qu'une méthode pour aller voir. Hein, aller voir et essayer de voir les choses dans leurs différences, dans leur succession et dans leurs différences. Donc l'idée que j'ai essayé de développer depuis quelques années, c'est que le transect, c'est d'abord une pratique de terrain. Comment je vais sur le terrain, hein, comment on fait, vous pouvez dire, comment je découvre Saint-Étienne. Vous pouvez dire, je vais suivre, je ne sais pas, les routes historiques. Vous pouvez
dire je marche en escargot, mais vous pouvez aussi dire je tire tout droit, entre guillemets, mais pas n'importe où tout droit. Pourquoi tout droit? Est-ce que c'est tout droit au milieu, tout droit sur le côté? Est-ce que c'est en biais? Est-ce qu'il faut en faire 2, 3 ou 4 pour, etc. Est-ce que vous avez beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps? Donc le transect, c'est vraiment se donner une méthode de terrain. Je vais explorer le terrain, seul ou à plusieurs, ça marche très bien à plusieurs, et je me donne quelques consignes dans cette exploration. Rester le plus près de la ligne pour se forcer à aller voir là où peut-être les pas ne nous entraîneraient pas. C'est aussi prendre des notes, ne pas avoir peur d'échanger, discuter entre nous quand on le fait, etc., etc. Et puis, ça, c'est la pratique de terrain. Mais c'est aussi une technique de représentation. Comment est-ce que je dessine cette traversée? Comment est-ce que je la filme? Comment est-ce que je la photographie? Comment est-ce que je la raconte par des mots? Comment est-ce que peut-être même je la raconte par le corps dans une pièce de théâtre ou quelque chose? Donc c'est une technique de représentation, le transect. Et alors c'est pas tout à fait... C'est un peu ça, bien sûr. Là, c'est des morceaux de transect. Je sais pas où tu as attrapé ça, c'est assez réussi. Bon, vous voyez, c'est des lignes, on suit des lignes, et puis il se passe plein de choses, il s'écrit plein de choses autour. Et ce que j'aime bien dans l'idée du transect, c'est que plus vous écrivez des choses à côté de la ligne, plus a priori ça s'attache au lieu, c'est précis, c'est comme un commentaire, une légende. Et plus vous vous éloignez du jeu, plus peut-être c'est des choses génériques, c'est des questionnements, c'est des remarques génériques, etc. C'est-à-dire que dans le transect, vous avez la terre et le ciel pour commenter votre ligne de traversée. Et parce que si vous décidez de le représenter en coupe, là c'est pas tout à fait le cas, mais en fait la coupe réhabilite naturellement l'atmosphère, la position verticale de l'homme. Ça permet de voir les intérieurs, les extérieurs, le haut, le bas, le devant, le derrière, etc. Mais en même temps, c'est pas suffisant, évidemment. Donc, il faut utiliser le ciel et la terre de la coupe pour faire tous les compléments possibles. Voilà. Et donc, nous, on a fait des fois des transects où on marchait avec des gens de disciplines différentes. Et quand on revenait du transect, on avait une ligne de coupe sur la table. Et tous, on essayait de... Ah oui, on va le voir après. On consignait... On consignait sur un seul document tout ce qu'on avait à dire. Et c'est comme une espèce de brouillon, quoi. C'est un espèce de brouillon où on note tout. Et c'est l'inverse de travailler discipline par discipline. Mais il n'y a pas, je sais pas moi, le paysagiste qui va faire un rapport de 20 pages, le sociologue une enquête de 30 pages, etc. Puis après, on va les croiser. C'est tout de suite, en fait, le long de la ligne de coupe, on note tout ce qu'on a à dire sur les choses de remarquable. Et donc cette méthode, on l'a développée en particulier avec Pascal Anfou pour ce qu'on a appelé des tables longues. Enfin, c'est lui qui a trouvé le mot. La table ronde, en fait, c'est quand tout le monde est à égalité pour parler, mais il n'y a rien au milieu de la table. Elle est vide, en fait. C'est l'espace du débat, de la discussion, du disputio, de la dispute, hein, la table ronde. C'est le plateau radio, c'est etc., etc. Mais il y a un truc qui disparaît, c'est le terrain. Et puis ce qui disparaît, c'est peut-être la capacité d'augmenter les choses, parce que où est-ce qu'on prend des notes, quand est-ce qu'on dessine des choses, etc. Et donc l'idée de la table longue, c'est l'inverse de la table ronde. C'est-à-dire qu'on représente le lieu en plan, en coupe, etc. On se met dans un espace assez grand, on invite des habitants, des techniciens, des experts, qu'importe, et en fait, à notre retour de marche, on vient poser collectivement ce que l'on a à dire sur le lieu. Et en même temps, on le dit verbalement. Les gens, ils échangent entre eux en même temps, etc. Donc, il est important d'écouter, de noter, de comprendre, etc. Donc, c'est une façon de précipiter des remarques, des commentaires de disciplines, d'acteurs différentes sur un même document. Ça désacralise aussi le plan, la coupe, où en fait, on a le droit d'écrire dessus, quoi. Et plus on écrit dessus, mieux c'est à la rigueur. C'est pas regarder la belle coupe ou le beau travail que je vous présente, ça vous plaît ou pas, c'est presque l'inverse. Il faut dire qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cet endroit-là, de faire, de changer, etc., etc. Et donc ce principe de table longue ou de transect adapté à la table longue, il y a l'idée que c'est multipolaire, c'est-à-dire que telle personne va par exemple s'intéresser à cet endroit, telle autre à cet endroit. Telle personne va regarder ça là, puis une autre va faire l'inverse, etc. C'est multipolaire et c'est ouvert. C'est-à-dire qu'on peut toujours rajouter quelque chose, on peut compléter, on peut nuancer, on peut critiquer.
Et donc ça, je trouve, c'est un peu ce qui s'appelle les représentations intermédiaires. C'est-à-dire, en fait, la finalité, c'est de faire causer, en fait. Et c'est de récolter des informations. Et après, le vrai travail pour nous, il démarre, c'est d'analyser ce qui s'est raconté, ce qui s'est dessiné, ce qui s'est consigné, pour arriver à faire monter ces 101 projets, et peut-être même un grand récit ou des récits, etc. Et donc, c'est comment. Donc, je disais, c'est une technique une posture méthode, une technique une posture de travail, de terrain. C'est une technique de représentation, mais c'est peut-être aussi une posture de projet. Parce que travailler en transect, c'est l'opposé du zoning, en fait. Il n'y a plus de zone, il n'y a plus de périmètre. Il n'y a plus qu'une ligne à partir de laquelle se déploient des idées ou se déploient des principes. Bien sûr, après, pour faire du vrai projet, on a besoin de revenir au plan, à des zones, à des périmètres, etc. Mais c'est vraiment l'idée qu'on ne part pas d'abord d'un périmètre, en fait. On ne part pas d'abord d'une zone à étudier ou à aménager, etc. Mais on parle d'un milieu à traverser dans lequel on doit arriver à en comprendre les enjeux et peut-être aussi que les projets sont à différents niveaux, quoi. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais dans la HDR d'un chercheur qui s'appelle André Lorty, qui a fait une HDR avec un très beau titre qui s'appelle « De quoi l'urbanisme est-il le projet ?» Et il s'est rendu compte que depuis 30 ans, en fait, la façon en France de faire de l'urbanisme consistait à définir des zones pour les confier à des opérateurs. En gros, au final, ça finissait toujours presque de la même façon. Et que ces zones avaient presque à peu près toujours le même nombre de mètres carrés, d'hectares, parce que c'était la garantie de faisabilité pour un opérateur pour investir. C'était pas trop petit, c'était pas trop grand. Ça permettait d'avoir 3, 4, 5 kilos, quelques commerces, etc. Donc en fait, la chaîne, la façon dont on fabrique la ville aujourd'hui, pour partie, en fait, est liée aux capacités d'investissement d'opérateurs dans des zones. Et vous voyez bien que là, quand on fait un transect, et ça ne va pas aller dans le sens que vous dites, parce que du coup, ça ne donne pas des outils simples pour opérer, parce qu'un transect va nous dire, cette boulangerie, elle a envie de s'agrandir, cet immeuble, il est génial, il faut absolument le mettre en valeur, telle rue, si on l'a transformée en piétonne, ça marcherait bien, tel endroit se pose tel problème, je ne sais pas comment dire, voilà. Et du coup, oui, c'est... Et puis chaque habitant peut se dire, mais tiens, je ne connaissais pas ce parc qui était là, ça me donne envie de déménager là, ou d'aller voir là-bas, etc. Donc en fait, le projet la façon dont le projet peut exister, pour partie, nous échappe. Et en même temps, c'est à nous d'en faire les récits, quoi. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le transect. Et on en fait, j'en fais, là, c'est des images qui commencent à être un peu anciennes, mais je continue à en faire beaucoup. Là, à Grenoble, il y a 15 jours, on a fait le grand parc des boucles de l'Isère. C'est dans la plaine de Grenoble qui va vers Chambéry. On a traversé toute la partie qui était inondable. Ça fait 10 km sur 2 km, avec plein de traversées, des groupes qui l'ont traversé et qui ont dit, mais qu'est-ce que ça serait l'idée de faire un grand parc ? Ça serait quoi un grand parc ici demain, quoi ? Voilà, et donc, voilà, moi je trouve que le transect a des vertus, mais il n'a pas toutes les qualités. Il a la vertu du travail collectif, la vertu que le projet, c'est sans projet, la vertu de prendre en compte des choses qu'on ne prend pas forcément en compte dans le projet habituellement. Mais il n'a pas que des vertus. D'abord, c'est quelque chose qui marche bien à pied. C'est quand même le fait de parcourir des lieux à pied. On peut faire des transects à vélo, en voiture, ça marche moins bien, on note moins, on est moins observateur, on est pris par la conduite, on est pris par etc. Donc c'est quand même un urbanisme du piéton. Du coup, on est assez proche des questions de porosité à la Paola Vigano, Bernardo Secchi, c'est-à-dire que la ville poreuse. Donc tout de suite, dès qu'on fait des transects, on est soucieux de est-ce que je peux accéder à tel endroit ? Si vous êtes en vélo ou en voiture, vous ne poserez pas les mêmes questions. Donc c'est quand même l'idée d'une ville un peu poreuse que le transect amène assez naturellement. Et je pense que tous les espaces ne doivent pas être uniquement vus comme ça. Je me rappelle, j'ai eu la chance d'aller à Copenhague. Et la première fois, j'étais à pied pour visiter les nouveaux quartiers. Mais c'est la mort, quoi, à pied. Il y a des haies sur 2 km, les îlots, ils font 500 mètres. On s'ennuie, quoi. Mais dès que vous êtes en vélo ou en vélo électrique, du coup, c'est la bonne échelle de vitesse pour voir la variété de l'urbanité. Vous voyez, mais le piéton, c'est assez ennuyeux, quoi, parce que c'est plus l'échelle du piéton, quoi.
Voilà. Et puis on connaît la même chose pour l'échelle de la voiture. Donc ça, c'est quand même, le transect a quand même cette focale sur la marchabilité, qui est peut-être quand même pour partie un petit défaut. Enfin, du moins, ça ne permet pas d'aborder la ville dans toute sa complexité. Et puis après, c'est effectivement un très bon objet pour mettre en débat, mais pas forcément tout de suite pour prioriser, enfin, voilà, pour d'autres travaux, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? J'en ai deux. La première, mais c'est en fait la première, c'est la deuxième, mais c'est toi qui viens de m'y faire penser, sur cette idée qu'il y aurait des modes particuliers qui se prêteraient ou qui ne se prêteraient pas au transect. D'un coup, ça m'a fait penser à Régine Robin et son livre Mégapolis. Oui. Où justement, elle disait peut-être, avec son histoire justement, presque pas d'enquêter, mais de se fixer un certain nombre de limites, elle en arrivait par moment à la conclusion qu'il y avait des villes, Los Angeles, ça se fait en voiture, ça se fait pas autrement. Par le métro, ça marche pas. Ça signifie autre chose. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des distinctions sous-entendues? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, c'est quand même possible? Ça ne veut pas dire que ça doit être associé à transect, mais que, comme tu laisses sous-entendre, qu'il y a différents lieux, villes, territoires, on appelle ça comme on veut, espaces, qui ne peuvent pas se fréquenter effectivement de la même manière. Ah oui, oui, vraiment. Avec les étudiants de première année de la Villette, ils étaient, je sais pas, 300, 400, on a fait 9 transects sur la plaine Saint-Denis. C'était super, quoi, toute la promotion. Et on s'est rendu compte que nord-sud, c'était super, ça marchait très bien. Est-ouest, c'était impossible, quel que soit l'endroit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas traverser la plaine Saint-Denis en est-ouest. C'était littéralement, même en voiture, hein, c'était très compliqué. Il fallait descendre au sud, monter, redescendre, etc. Donc, ça permet de se rendre compte des caractéristiques du territoire. Et donc de dire, ben oui, effectivement, comme Rainer Banham dit, qui veut connaître Los Angeles doit passer son permis de conduire, etc. Il y a vraiment des urbanités qui nécessitent certains modes de circulation. Après, je pense qu'on peut l'étendre aux représentations. C'est un cinéaste qui m'a fait découvrir ça, Nicolas Boone. Il filme un quartier de Johannesburg qui s'appelle Hillbrow. Et pour le filmer, il ne fait que passer dans l'intérieur des bâtiments. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est fou, il a une steadicam. Il passe comme ça dans le garage, un appartement, un supermarché, un cinéma. Et c'est assez virtuose. Et il n'y a qu'à la fin du film où il y a un jeune du quartier qui monte au sommet d'une tour et qui voit l'ensemble de la ville. Et en fait, ça m'a fait comprendre que, par exemple, cette urbanité-là n'était pas filmable par l'extérieur. Parce que c'est tellement interpénétré qu'il n'y a plus d'extérieur. Il n'y a pas de pourtour, en fait. Tous les bâtiments sont construits les uns dans les autres. L'espace public est quasi privatisé. Et que la seule façon de découvrir l'espace, c'est le parcours intérieur. Alors que d'autres bâtiments, par exemple, ça va être le point de vue frontal du bâtiment qui va être merveilleux pour comprendre le bâtiment, ou d'autres, on prend faire le tour, ou c'est une vue d'avion, ou une axonométrie, etc. Et ça m'a fait... Pierre-Damien Huyghe, il dit qu'une architecture ou une ville est finie quand elle aura trouvé sa bonne représentation. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, à chaque bâtiment, à chaque ville, à chaque quartier, correspond sans doute une ou quelques représentations qui disent vraiment le bâtiment, et quelque part qui aident à comprendre cette relation à la forme et à son parcours à la forme. Et ça, je trouve ça intéressant pour le cinéma. Comment on filme la ville, enfin, c'est ton sujet aussi. Et se dire que les difficultés qu'on peut avoir à filmer une ville nous révèlent, ou les facilités, nous révèlent des certaines qualités de son urbanité. Et pareil pour l'architecture. Et donc, c'est intéressant de se dire que éprouver des modes de représentation nous aide à mieux comprendre des architectures. Et à l'inverse, nous disent peut-être qu'il vaut mieux utiliser tel mode de représentation pour cette architecture, urbanité, que tel autre. Donc il y a aussi un lien quand même entre les mondes qu'on étudie, qu'on projette, et les formes de représentation, mais qui n'est pas univoque. Voilà. Question, pas question, réaction, si je puis dire. Firminiver, comment on représente? J'ose. Ouais. Non, mais c'était, voilà, ça m'a fait tilt d'un coup. Je me suis dit, tiens, sur un quartier, ou en tout cas un quartier dit d'urbanisme moderne,
Donc, on sait aussi qu'il y a plein de manières de le voir en panoramique, depuis le Corbu au final pour éviter le Corbu. Enfin, ouais, c'est-à-dire toi qui travailles là-dessus, est-ce que c'est une question que vous vous posez? Pas du tout, c'est pas un piège, hein, Sur comment effectivement, donc Georges-Henri fait référence à un travail qu'on a mené à l'école d'architecture sur le quartier de Firminy-Vert, un grand ensemble d'habitat social dans la ville de Firminy. Vous avez peut-être vu l'expo les uns et les autres le mois dernier. Et alors effectivement, c'est un quartier pour le coup qui a été pensé pour le piéton, donc ça se prête bien au parcours piéton. Et après, pour essayer nous de le représenter, au début on s'était risqué à des films qu'on n'a pas pu pousser, parce qu'on n'a pas trouvé un vidéaste. On est passé par la photographie, parce que c'est un quartier qui se prête à la photographie. Alors on a trouvé des photographies héritées, Ito Josué, un photographe très, très connu des années 50-60, et on a missionné une photographe de l'école des Beaux-Arts pour faire des photos contemporaines. Et ça fait un petit écho au terme d'ambiance, parce qu'elle voulait essayer d'attraper les ambiances, mais vraiment, comme tu les as définies tout à l'heure, à savoir qu'il y a des volumes à Firminy-Vert, hein, il y a de l'architecture, des mesures, etc., qu'il y a des gens qui pratiquent les espaces publics ou qui sont chez eux, elle a pu faire les deux. Et après, ce qu'elle expliquait qu'elle n'arrivait pas à rendre en photo, c'était ces ambiances particulières du mercredi après-midi dans un quartier d'habitat social. Alors, elle essayait de le faire, mais bon, il y a pas... La lumière, elle peut la traiter, mais l'odeur, les bruits des jeux de foot, des voitures qui passent, des touristes à côté qui vont visiter le Corbusier, ça, elle l'essayait, mais voilà, il n'y avait pas cette capacité-là. Donc, on est passé par la photo parce que les moyens qu'on avait étaient que ça, qu'une campagne photo. Mais c'est une vraie question de savoir comment on peut représenter des opérations comme ça. Alors, une ville entière, c'est encore plus ambitieux, hein, mais au moins sur un quartier où effectivement, on s'est frotté à cette question-là. Ouais, puis souvent, on peut avoir du mal à le savoir au moment où on le fait. C'est le temps passant. Souvent, c'est plusieurs années après qu'on se dit, ah oui, là, on a touché quelque chose, ou au contraire, on l'a raté, quoi. Mais il y a François Laplantine, qui est un anthropologue lyonnais qui travaille beaucoup sur les villes chinoises. Il a étudié Pékin et la Chine, et en particulier Pékin, et il dit, en fait, il y a deux modes de représentation aujourd'hui pour comprendre la Chine. Le premier, c'est les documentaires, non pas parce qu'ils dénoncent ou qu'ils disent quelque chose, mais parce que dans les documentaires chinois, il y a des plans qui sont longs, et dans ces plans longs, on comprend quelque chose de l'ambiance, de l'atmosphère, des lieux, même si le réalisateur est anti-gouvernement, pro-gouvernement, quel que soit ce qu'il dit, en fait. Il y a des plans longs, et dans ces plans longs, en fait, dans ces grands plans séquences, on saisit quelque chose. Et il dit, la deuxième mode de représentation qui permet de comprendre la Chine aujourd'hui, c'est les sagas familiales, les romans de sagas familiales, parce que les écrivains chinois se permettent, grâce à l'artifice de la saga familiale, de montrer l'évolution des mœurs, l'évolution de la société, les questions que se posent les gens, que sont leurs âges, etc., etc. Et donc j'avais posé la question à François Laplantine, mais est-ce que pour d'autres villes, si là c'est les sagas familiales et les documentaires, il disait, pour Rio, c'est sans doute le théâtre, par exemple. Voilà. Bon, je n'ai pas d'autres réponses à donner, mais je trouve aussi intéressant que même à l'échelle d'une ville, on pourrait se dire qu'il y a quand même des modes de représentation ou des pratiques de représentation qui du coup, arrivent à saisir quelque chose. Ce que j'allais dire, on peut penser, c'est un autre violon d'Ingres, c'est le cas de le dire, à la musique, à la chanson. Pourquoi il y a des territoires qui se prêtent mieux ou des villes qui se prêtent mieux au rap, au slam et pas d'autres. D'autres, c'est effectivement, comme tu dis, le théâtre. C'est-à-dire, c'est pas ouvrir un mode de représentation, c'est même plus de la monstration que de la représentation. Il n'y a pas que le cinéma, même c'est génial. C'est de dire, tiens, comment à un moment ou à un autre, effectivement, ce sensible-là, on va appeler ça comme ça, fonctionne mieux. Pourquoi finalement Paris, Benjamin, Proust, ça marche. Peut-être mieux qu'autre chose. La chanson, bien sûr, mais... exactement. Mais moi, je sais pas, je trouve, après avoir travaillé dans une école d'art là 10 ans, revenir au mode de représentation, enfin revenir aux choses classiques, la littérature, le cinéma, la photographie, le dessin, la maquette. Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a des inventions de forme et de format originales, mais quelque part, oser les formats aussi classiques, quoi. Moi, j'aime beaucoup la radio aussi, par exemple. Voilà. Je trouve que les architectes, on devrait beaucoup plus mobiliser aussi des formes de représentation qui n'ont pas peur d'aller dans la littérature, le cinéma, la radio, etc. Parce que c'est aussi des immenses partages collectifs qu'on peut faire avec ça. C'est vrai, écoutez, Steve Reich, on est à New York. Voilà, oui, exactement. Par exemple. La dernière, sauf si toi tu as envie de rajouter des choses, aussi bien par rapport à ça, si même vous, moi, tu parlais d'enquête,
Alors, je suis obligé de relire mes notes, ça doit être l'âge. J'aimais bien la phrase d'un certain Camille de Toledo, qui disait, visiblement, mais ça tu dois la connaître par cœur, la fiction n'est pas l'autre face du réel, mais une sédimentation. Je sais, ça fait un peu grand échiquier, je vais te demander Dieu dans tout ça. Vous voyez, Camille de Toledo, c'est un écrivain qui a dirigé le Parlement de la Loire. Peut-être ça vous dit quelque chose, l'idée que la Loire est une entité multivivante et que quelque part, comment la faire parler ? Quelles sont les choses qui ont le droit d'être représentées dans un Parlement ? C'est l'idée du Parlement des choses, de Bruno Latour. Donc il a beaucoup travaillé sur le Parlement de la Loire et il a écrit un livre qui s'appelle Les potentialités du temps, je crois, où justement il dit, voilà, en fait, il faut voir les fictions, non pas comme des choses qui s'échappent du réel, mais comme une strate de plus sur le réel. Et que le réel est composé de plein de fictions, en fait, à la fois d'histoires réelles, on a du mal à dire qu'est-ce qui est réel, parce que ce qui est réel pour l'un n'est pas tout à fait pour l'autre, ou c'est pas que ça, mais c'est d'histoire, de mémoire, de patrimoine, mais aussi de vie, tout simplement. Mais que les fictions, pour lui, c'est des strates de plus, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est verticalement comment ces strates sont des palimpsestes qui dialoguent entre eux et qui fait que l'épaisseur d'un territoire est aussi possible grâce aux fictions qu'on va lui adjoindre. Et pour lui, c'est une façon justement d'être dans l'enchantement, entre guillemets, en disant n'ayons pas la mélancolie des temps finis, mais ayons au contraire l'utopie des temps ouverts. Je ne sais pas comment il le dit exactement, mais il dit à peu près comme ça. Et donc je crois que c'est par le récit, en fait, que par le récit, par la fiction, qu'on vient poser non pas à côté du réel, non pas comme une opposition au réel, mais comme une strate de plus qui dialogue avec le réel. En fait. Ça, je trouve que c'est une façon quand même, pour moi, assez nouvelle d'imaginer notre rôle, la façon de parler, de travailler, de rédiger des projets. Mais, voilà. Merci. Merci à toi. Vraiment plus rien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.